Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 220 du podcast Jean Actuel Maté. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous débrief du mardi. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Et uniquement Grégory Richard à la table. Bien sûr, on est sur une config à deux, ça tourne en ce moment. C'est les vacances, chacun prend un petit jour off, un autre. On ne sait pas encore quelle config vous aurez jeudi, c'est une surprise. Camille Sarabène, lui, par contre, est toujours là à la technique. Salut. Bonjour Camille, on espère que tu as passé un bon Noël. Oui, très bien. Nouvelle coupe de cheveux. Voilà. C'est le papa Noël qui te l'a apporté. Mais ce qui est bien avec Camille, c'est qu'on veut préserver le mystère. Parce que là, on a dit que nouvelle coupe de cheveux, les gens ne savent pas s'il a une crête verte ou juste une petite mèche. On vous laisse deviner laquelle. C'est particulier. Voilà. On le verra au Hard Rock Café prochainement. Hein. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Ça approche le 14 janvier la prochaine et le Super Bowl. Pour le Super Bowl après. Après le Super Bowl, nous on sera en studio. On aura un envoyé spécial au Hard Rock Café. J'ai vendu la mèche. Maintenant, on fait des duplex et tout. C'est une grosse technologie. On vous rappelle justement que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, qui est votre rendez-vous pour aller voir les matchs NFL. Donc, 17e semaine, 17e soirée Game On cette semaine. À partir de 19h, les Chicken Wings, les Beer Bucket, l'Happy Hour étendu, tout ça. C'est pour dimanche encore au Hard Rock Café. Et après, ce sera évidemment pendant les playoffs. Et la grande soirée Super Bowl. On va bientôt mettre les détails en ligne sur le site d'ailleurs, parce que ça se prépare un peu. Pour tout vous dire, on a échangé quelques petits mails aujourd'hui avec le Hard Rock Café. La soirée se met en place et ça va être plutôt sympa. On débriefe la semaine 16, notamment en faisant le bilan pour quelques équipes éliminées, les tops et les flops. Vos questions, c'est parti pour ce 220. Et on dit Guten Tag à Raoul Villeroy qui nous suit sur Facebook Live aussi. On dit bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook Live, bien sûr, et à tous ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'on peut leur dire bonjour aussi, même si c'est en différé. Cowboys 12, Seahawks 21. On commence par là. Les Cowboys n'iront pas en playoff malgré le retour d'Ezekiel Elliott. Dallas s'est incliné contre Seattle. Elliott, il a été plutôt honorable. 97 yards en 24 courses. Bonne première mi-temps. Les questions, elles se posent plutôt sur Dak Prescott, Dez Bryant et le reste. Deux hommes qui ont un prénom à 3 lettres. Hasard, je ne sais pas. Et des tensions. Prescott a notamment dit qu'il devrait peut-être lancer le ballon directement sur le casque de Bryant pour s'assurer qu'il l'attrape et qu'il ne le droppe pas. Bonne ambiance pour cette fin de saison. Oui, alors après, pour le coup, tu peux difficilement lui donner tort vu la prestation relativement moyenne de Dez Bryant sur ce match-là. Tu commençais à l'évoquer. Alors certes, Ezekiel Elliott a fait ses stats, mais notamment les deux attaques et notamment celle de Dallas, ça a quand même été pas mal mis en difficulté avec des turnovers assez fâcheux, dont deux turnovers très problématiques qui ont été provoqués par Dez Bryant. Alors il y a son ballon droppé sur une passe plein centre de Dak Prescott au moment où Dallas approche de la zone rouge adverse et au moment où ils sont pas très très loin de recoller. Et il y a surtout, et ça pour moi c'est encore plus problématique, cette espèce de fumble assez grossier qui concède à Byron Maxwell, où on a la sensation qu'il protège pas du tout son ballon. Il va falloir se poser la question du côté de Dallas, du cas Dez Bryant. On sait que c'est un joueur qui a souvent des fruits à la chronique du côté du Texas. C'est un joueur très caractériel, qui joue avec beaucoup de cœur, ça on peut pas lui retirer, mais qui se repose aussi énormément sur ses acquis, j'ai l'impression. C'est presque un anti... C'est pas le même poste, mais en plus ça va faire la transition peut-être avec ce que tu vas évoquer après, mais c'est un anti-Russell Wilson, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a le gabarit, qui a la carrure, qui s'appuie énormément là-dessus, mais qui n'a pas de QI football, qui n'a pas encore selon moi suffisamment de QI football pour permettre à Dallas de progresser. Et pour aller dans ton sens, il n'a pas réussi une saison à plus de milliards depuis 2014. Il est à 66 réceptions, 815 yards, 6 touchdowns cette saison, il a 29 ans, et c'est vrai qu'il a un rendement qui est plutôt, pas dire moyen, mais il a un rendement correct. En plus, c'est plus un receveur d'élite, c'est plus un receveur qui porte une franchise. Comme il a pu à un moment donner l'impression qu'il le faisait justement dans ses premières années où il était en effet très très fort. Il sortait des réceptions exceptionnelles. Il était dans la discussion avec des Julio Jones, avec des Brand, enfin avec les top receveurs. Un rapport, tu penses, avec le fait qu'il ait signé son nouveau contrat il n'y a pas si longtemps que ça ?
Je sais pas, parce que comme tu dis, il a du cœur, mais moi, c'est plus le côté, comme tu disais, il se repose sur ses acquis, c'est-à-dire qu'il est bon, il met du cœur, etc. C'est très bien, mais en effet, il a peut-être pas, après, on n'est pas dans le secret du truc, mais en effet, il progresse pas. Et il est très bon. Voilà, il a du talent, je pense que c'est pas uniquement lié à Dez Bryant, c'est vraiment un problème de ce type de receveur-là. Les receveurs un peu grande gueule, qui jouent beaucoup sur l'ego, ils aiment beaucoup trash talker, mais à un moment donné, quand on trash talk, on est aussi obligé d'avoir des. Enfin, je parle de trash talk, je parle aussi du fait de. Et je pense que la déclaration de Dak Prescott n'est pas anodine. Voilà, le fait de gueuler en disant moi aussi je suis là, on gave Ezekiel Elliott quand il a de ballon, on donne beaucoup trop de ballons à des joueurs comme Beasley ou comme Wheaton alors que je suis là. Là, en l'occurrence, sur ce match-là, il leur coûte vraiment cher contre une équipe de Seattle, certes avec une bonne défense, mais une équipe de Seattle qui était quand même a priori prenable vu la physionomie du match. Oui. Non, après, pour le trash talk, je pense juste, parce que tu me parles trash talk et receveur, je pense à Terrell Owens, qui est un peu le contre-exemple, parce que pour le coup, lui, il était quand même bosseur de fou. Il y en a. Un joueur comme Odell Beckham, je pense, se nourrit de ce genre de choses, et c'est pas contre-productif. Mais il y a d'autres receveurs qui se noient un petit peu là-dedans, j'ai l'impression. Ça me fait penser un peu à Randy Moss, tu vois, qui avait eu des saisons complètement banales avec les Raiders, et puis une fois que tu trouves le truc pour le motiver, par contre, il peut être exceptionnel. Bien sûr, tout à fait. Donc, faut voir un peu ce qui... Et est-ce qu'un changement de scène peut faire ce genre d'effet-là à Dez Bryant ou pas ou... Après, c'est vrai qu'il se plaint beaucoup quand même. Ou alors, il faut vraiment lui mettre un autre receveur vraiment d'impact parce que très clairement, Cole Beasley est intéressant depuis qu'il arrive à Dallas, mais c'est pas du tout le même rôle. Terrence Williams, c'est quand même hyper irrégulier en receveur numéro 2. Peut-être qu'avec un top receveur qui arriverait de nouveau l'année prochaine, ça le pousserait peut-être à se remettre un petit peu plus en question si vraiment il avait un alter ego. Ou à faire encore plus la tronche. Un peu plus, mais là à ce moment-là, faut se débrouiller. C'est un joueur qu'il faut prendre avec ses qualités et ses défauts. Là, en l'occurrence, on l'a beaucoup vu avec ses défauts ce week-end. Dak Prescott, alors lui, il se plaint moins, il balance les pics. 21 touchdowns, 13 interceptions cette saison, 86,7 d'évaluation. Est-ce que cette année, il a été exposé comme il ne l'a pas été l'an dernier et on voit peut-être ce qui est plus son niveau NFL à l'heure actuelle pour l'instant? On ne dit pas qu'il ne peut pas progresser. C'est sûr que c'est toujours la même chose, c'est un quarterback qui n'a pas forcément une lecture exceptionnelle et quand on a un jeu au sol qui permet justement d'avoir un jeu un petit peu conservateur avec des petites passes ou ce genre de choses, ça peut passer comme c'était largement le cas l'année dernière. C'est sûr que là, cette année, l'absence d'Ezekiel Elliott a clairement mis en avant certaines de ses lacunes. Je sais plus ce que je vais dire du coup, mais c'est sûr que ça l'a très clairement exposé et c'est vrai que là par exemple sur ce match-là en plus il n'a pas énormément de chance dans le sens où la défense de Seattle, j'ai l'impression, a vraiment mis au supplice la ligne offensive de Dallas qui très généralement est assez irréprochable. Tyron Smith, c'est ce que je vais dire, est sorti sur blessure aussi, donc ça n'a pas aidé non plus et sur ce match-là comme sur le reste de la saison. C'est sûr que ça fait beaucoup d'éléments quand même avec lesquels il faut composer. Un Dez Bryant un peu pénible, un Ezekiel Elliott suspendu, un Tyron Smith blessé. Il n'a pas forcément été dans les meilleures conditions. On sait qu'il y a souvent la fameuse barrière de la deuxième année pour les quarterbacks qui sont encore assez jeunes. Lui, pour le coup, il a tout pris au même moment. Donc peut-être que l'année prochaine, avec un peu plus de travail et avec un casting encore amélioré, ça pourra faire l'affaire. C'était pour en arriver là, c'est-à-dire que grosso modo, c'est une saison moins bonne. Il a été plus explosé, comme tu dis. Après, c'est une bonne leçon aussi, c'est-à-dire que les bonnes conditions et les conditions idéales, elles sont rarement réunies en NFL. Tu vas toujours avoir un blessé, il va toujours te manquer un tackle ou un receveur ou n'importe qui. Mais après, on ne remet pas en cause le fait qu'il est le franchise quarterback de cette équipe pour l'instant. L'année prochaine, on continue, on est d'accord. Oui, bien entendu, oui. Ouais. Mais après, voilà. Et pour poursuivre un petit peu, parce que là, on évoque ce qui n'allait pas forcément du côté de Dallas. Manque de bol pour eux. Ils ont aussi leur kicker Dan Bailey, qui d'habitude est quand même assez solide, qui là, pour le coup, manque des field goals. Alors, le premier n'est pas non plus déshonorant, mais alors le deuxième est un peu plus dans ses cordes, selon moi. Et quand on termine à 9 points des Seahawks avec 2 field goals abandonnés en cours de route, avec un kicker qui d'habitude est relativement fiable, encore une fois, ça fait beaucoup de domaines, 2 turnovers dans la moitié de terrain adverse, plus de field goals loupés. Voilà, Dallas s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul. Le coaching, est-ce qu'on remet en cause pour l'année prochaine? On est dans le bilan de fin de saison, on fait l'entretien de fin d'année des Cowboys là. Non, Jason Garrett à la confiance de Jerry Jones, là, c'est tout récent avant notre enregistrement. Ouais, je ne serais pas d'avis de le dégager tout de suite. Encore une fois, le fait qu'Ezekiel Elliott ait été absent, ça a mis des bâtons dans les roues, l'absence de Tyron Smith.
voilà, on voit qu'il y a une défense qui a pas de gros noms, mais qui a quand même réussi à élever son niveau de jeu. Moi, c'est pour ça en fait que je n'oserais pas toucher. C'est-à-dire que autant Jason Garrett, il est plutôt transparent, il est indolore, voilà. Mais comme ils ont trouvé un bon équilibre avec le coach défensif, ce qui m'embêterait, c'est que s'ils foutaient Garrett à la porte, ça veut probablement dire qu'il y a une partie du staff qui le suit, ou peut-être tout le staff. Et du coup, tu mets en cause cet équilibre défensif où tu as trouvé quand même un gars qui fait du boulot avec pas grand-chose. Donc, je pense que ça vaut le coup de continuer. Il y a eu la progression des Marcus Lawrence, Jalen Smith. On voit qu'il est capable d'être titulaire en NFL avec Dallas. On a d'autres joueurs qui sortent du chapeau, des Irving, des Ash, des Taco Charlton qui enregistrent un sac ce week-end également. Il y a encore certains rookies du backfield défensif qui se trouvent un peu ces dernières semaines, notamment Chidobe Awuzie, mais ça, c'est pas non plus hyper surprenant. Il y a quand même de l'espoir pour les saisons à venir. Après, est-ce que vraiment Jason Garrett sera capable de leur faire franchir un palier supplémentaire ? Ça, c'est la question qui reste à se poser, mais dès cette année, ça me paraît compliqué de le mettre dehors. Bon, on garde Jason Garrett. Pour l'instant, on garde Jason Garrett, on garde Dak Prescott et on voit avec Dez Bryant si on arrive à le calmer. Et éventuellement, on voit ce qu'on peut récupérer. Seattle s'est réveillé en défense, beaucoup moins en attaque. 2 yards à la passe à la mi-temps, 136 yards au total. Ils ont gagné ce match avec 136 yards au total. Et il y a même une stat qui est encore plus dingue, c'est que c'est la première équipe qui enregistre plus de yards sur pénalité que de yards offensifs. J'ai vu passer la stat, je crois qu'ils sont à 142 yards de pénalité concédées sur ce match-là. Donc, et malgré ce, ils arrivent quand même à s'imposer sur un ou deux big plays, en l'occurrence sur le pick six c'est Justin Coleman, je crois. Et sur cette connexion entre Russell Wilson et Doug Baldwin, si j'ai bonne mémoire. Oui. C'est Baldwin ou Richardson, je ne me rappelle plus, le dernier TD de Seattle. Ça va être Baldwin. Ouais. Je mélange tous mes receveurs sous-côté de Seattle. Ils se ressemblent, ils ont un peu le même gabarit, même profil, ils sont tous sous-côté. Mais voilà, donc, mais vraiment la défense a été vraiment héroïque sur ce match-là. Alors certes, il y a des absents, mais il y a vraiment un gros boulot qui a été fait par Pete Carroll et Chris Richard, et ça permet à Seattle, comme toujours à l'orgueil, d'être dans le coup jusqu'au bout. Ils n'ont pas leur destin en main à l'heure actuelle, mais en tout cas, ils continuent à conserver une chance en éliminant un adversaire direct dans cette confrontation. Ouais, on reparlera beaucoup jeudi des scénarios de play-off, mais c'est vrai que Seattle est encore dans la course. Donc contre Atlanta, justement, ça va se jouer. Une équipe que tu connais bien. Ils peuvent regretter ce Monday Night perdu contre les Falcons au début du mois. Bengals 26, Lions 17. C'est terminé aussi pour les Lions. On va faire aussi un petit examen de fin d'année. Là, j'attends que tu tombes sur Jim Caldwell. Ah bah, écoute. Ça me paraît être la moindre des choses. Alors sur ce match-là, pas que. Alors paradoxalement, pour une fois, Détroit a bien commencé. Oui. Puisqu'il marque d'entrée quasiment avec Eric Ebron. Après, ils se sont fait bousculer. Après, c'est toujours les mêmes mots. La défense n'est pas si catastrophique que ça, parce qu'ils interceptent rapidement également Andy Dalton. Il y a 3 sacs sur le match pour Ezekiel Ansah. Manque de bol pour eux, vraiment l'attaque n'a pas du tout fonctionné, toujours pas de jeu au sol. 276 yards gagnés. Ouais, un Matt Stafford qui a été très fébrile à certains moments également, ça faut le souligner. Et puis une ligne offensive qui, comme d'habitude, a été catastrophique. Des pénalités concédées au pire des moments. Je pense notamment à Don Barclay sur l'un des derniers drives de Détroit, qui les pousse à tenter une passe désespérée sur Golden Tate en fin de match. Qui n'est pas complété, qui du coup rend la balle à Cincinnati pour vraiment faire le break. Toi aussi, t'es pas loin de dire Golden State. Hein. Oui, écoute. C'est quand j'écris les papiers, moi, qu'à chaque fois j'ai écrit State. À croire que les parents ont fait exprès, mais c'est quand même étrange. Fin de l'aparté. Voilà. Et donc tout ça, offensivement, ça prend pas. Et j'en parlais la semaine dernière. Pour moi, Détroit était favori, mais c'était vraiment le match typique où Détroit était capable de se prendre les pieds dans le tapis. Ils ont mené assez souvent dans ce match-là. Et puis, comme par hasard, 4e quart-temps, avec un Giovanni Bernard qui a fait le boulot en face. Plus de 100 yards. Un Brian Hill également, le rookie qui n'a pas été conservé par les Falcons et qui fait quelques courses, quelques réceptions assez intéressantes, ou en tout cas qui amène des premières tentatives. Ça fait la différence pour Cincinnati. Donc on est d'accord que la priorité, c'est de changer de coach, de trouver un jeu au sol, de renforcer un peu la défense par petites touches. Ouais, surtout qu'il va y avoir un gros chantier puisque Ezekiel Ansah est free agent à la fin de la saison. C'est le cas également de Tari Whitehead qui est un de leurs meilleurs linebackers. Il y a pas mal de boulot. Ils ont signé Darius Slay, leur cornerback. Mais c'est vraiment surtout en attaque où il faut faire le boulot. Il faut changer de coach de ligne offensive parce qu'il y a eu vraiment un gros investissement là-dessus et c'est pas concluant. Donc pour moi, ça vient clairement du coaching staff. Et il faut vraiment enfin un running back pour mettre un peu moins de pression sur Matthew Stafford parce que sur les derniers drives, on voit que c'est systématiquement des passes de Stafford.
Et je veux dire, les Bengals, ils ont beau avoir beaucoup de blessés en fin de saison, ils sont pas plus bêtes que d'autres franchises. Ils ont toujours du talent. Voilà, et ils savent sur qui défendre, et c'est le cas de beaucoup de défenses qui jouent contre Détroit. Alors, sans re-rentrer dans le débat Stafford, pas Stafford, etc., il est à 19 sur 35, 203 yards, un touchdown, une interception. Comme tu l'as dit, il est fébrile dans un match qui était quand même important. Et au final, quand on fait le bilan, il a 3 qualifs en playoff depuis 2009. Ouais. C'est un bon quarterback, il n'est pas question de le remettre en cause. Je veux dire, ils ne trouveront pas mieux que lui sur le marché. Même Kirk Cousins, je ne suis pas sûr que ce serait mieux. Mais est-ce qu'il porte vraiment une équipe? Je sais qu'il y a des tonnes de difficultés, etc. Mais quand on voit ce que certains quarterbacks font avec peu de choses, j'ai l'impression, et pourtant il est courageux, on l'a dit, il joue blessé, même dès sa première année, je me rappelle de cette fois, il a l'épaule, je crois, qui saute et il finit une fin de match comme ça. Il y a l'épaule, il y a un doigt cassé l'année dernière, il y a beaucoup de choses. Il est exceptionnel pour ça, mais... Même là, il prend encore un pet. Ouais, mais je suis pas dans le vestiaire. Je suis pas dans le vestiaire. Mais est-ce qu'il porte cette équipe? Est-ce qu'il y a vraiment un élan autour de Matt Stafford? Est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce que c'est juste un bon quarterback qui est mal entouré et qui finalement fait son job, repart et... Je sais pas si en termes de leadership, il est capable vraiment de mener son équipe au sommet. En tout cas, on a vu, on va dire, une once de ce qu'il pouvait montrer en play-off quand il avait une défense à peu près correcte. Ouais. Je ne vais pas me tromper sur l'année, ça va être en 2013 ou 2014 où il perd en tour de wildcard contre Dallas. Et où clairement ils accrochent les Cowboys à l'extérieur pendant pas mal de temps. Alors paradoxalement, la défense est pas irréprochable sur ce match-là, mais c'est un match qui est quand même assez accroché. C'est un match que Détroit perd vraiment sur le fil. Donc après, rien ne dit que Détroit aurait été au bout, mais voilà, c'est comme beaucoup de quarterbacks. Il faut le casting en défense, il faut un casting un tant soit peu correct en attaque. Et là, le casting, il est moyen en défense et il est catastrophique en attaque. Donc, mais c'est pareil, tu en parlais. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'en play-off, il aura toujours un plafond de verre, comme ça peut être le cas d'un Andy Dalton. Mais même, tu vois, on parlait des lignes. Oh, t'es dur de le comparer à Dalton quand même. Je n'irai pas jusque-là. Non, je parlais juste du plafond de verre en play-off. Il est bien supérieur à Dalton quand même. Mais non, mais je pensais vraiment juste à ça parce qu'il y a des quarterbacks. On parlait même de la ligne offensive, il y a des mecs qui rentrent en jeu et les très bons quarterbacks donnent l'impression que la ligne offensive est meilleure quasiment instantanément aussi. On le voit avec Garoppolo aux Niners, mais on le voyait avec Manning pendant toute sa carrière qui faisait passer quand même des mecs qui étaient moyens pour bien meilleurs qu'ils étaient. Il met peut-être un peu plus de temps par exemple pour lancer, il a peut-être une fenêtre de lecture qui met un peu de temps à arriver. Oui, c'est sans doute des secteurs à améliorer de sa part. Ouais. Il est pas infaillible loin de là, clairement s'il l'était... Mais je sais pas, je trouve qu'il aurait pu avoir une carrière peut-être un cran au-dessus, et encore une fois, j'ai pas la réponse. Il arrive à 30 ans, il aura 30 ans au mois de février. Donc, et j'ai pas la réponse, je sais pas si c'est une question de motivation, de leadership, de trucs comme ça, mais j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc, quoi, un petit facteur pour porter cette équipe, parce que comme tu dis, il est aussi bon que son casting, quoi, au final. Il porte jamais, il tire jamais vers le haut. Moi, j'insiste, je pense que c'est un head coach qui lui manque. Je pense que c'est un head coach qui lui apporte de la confiance qui lui manque, et je suis sûr que Dick Caldwell n'est pas ce genre de head coach. Après, on se fera une idée après, mais il y a un paquet aussi, quoi, des head coach. Donc si au bout d'un moment, si vraiment les Lions arrivent à trouver un head coach, on va dire meneur d'hommes, vraiment meneur d'hommes, je pense que Détroit peut jouer les playoffs beaucoup plus souvent. Après, ce qu'ils y feront, ça, ce sera l'interrogation. Je suis d'accord, mais donc du coup, ça revient à ce que je dis, c'est que dans ce cas-là, lui, il est un bon quarterback qui sera au niveau de son supporting cast et qui a besoin que le truc en plus, il soit apporté par quelqu'un d'autre, en l'occurrence le coach, quoi. Parce que des mecs, encore une fois, du coup, il n'est pas à ce niveau-là, hein, mais des Rodgers, des Manning. Rodgers fait briller McCarthy depuis des années. Manning avait Jim Caldwell. Oui. Mais si c'est ta question, oui, mais de toute façon, je ne vois pas Stafford arriver à avoir le niveau des joueurs que tu cites. Voilà, il restera un peu en dessous au niveau de joueurs comme Matt Ryan ou comme ce type de quarterback. Ça me déçoit un peu parce que je me dis que justement, il avait les armes. Tu vois, il avait le bras, il avait le physique, il avait des trucs, quoi. Et justement, moi, je me rappelle vraiment de ce match de sa saison rookie où il revient pour cette conversion à 2 points, il lance, il avait de la niaque, il y avait du truc. Et je sais pas, j'ai l'impression... Après... C'est aussi dur. Le mec, il est à Détroit et ça fait donc 2009, ça fait 7-8 ans qu'il est à Détroit, qu'il prend des coups, qu'il gagne mitigé, qu'il voit défiler les coachs. Je peux comprendre aussi qu'au bout d'un moment, le mec, dans sa carrière, voilà, le feu, il se calme un peu, il fait son taf, il a des millions. Ce soit un peu plus dur que quand t'es rookie et que t'arrives pour te foutre une épaule en l'air. Donc je peux comprendre aussi.
Mais voilà, ça aurait été. Après, comme tu dis, peut-être que s'il avait eu un bon coach dès le début ou un truc comme ça aurait pu donner une autre dimension au truc. Mais c'est ma petite déception perso. Un petit mot pour les Bengals, ils se sont quand même battus pour Marvin Lewis et on voit toujours que y a du potentiel dans cette équipe quand ils veulent. Oui, c'est exactement ça. Malheureusement, on peut se demander légitimement ce qui a manqué. Je pense que c'est une équipe qui commence quand même assez soufflée. Camille parle assez souvent avec Seattle d'un besoin d'un nouvel élan. Là, on est clairement dans cette optique-là, avec un effectif qui est très bon des deux côtés du ballon, mais avec des joueurs qui malheureusement sont irréguliers. Andy Dalton, par exemple, n'a pas toujours été au niveau qui a été le sien lors de ses premières années en NFL. C'était très variable ces dernières saisons. Allez, Titans 23, Rams 27. Les Rams sont de retour en playoff, première fois depuis 2004. Qui était le quarterback ? Des Rams ? Mark Bulger. Ouais, Mark Bulger. Todd Gurley MVP ou pas ? 118 yards au sol, 158 dans les airs, 2 touchdowns, plus de 2 milliards et 19 touchdowns sur la saison. Ouais, là, il aura quand même retiré une belle épine dans le pied parce que c'était un match qui était loin d'être évident. On pensait que ça allait être assez facile avec les Rams qui sont arrivés 2 fois dans la red zone adverse. Mais ils se sont un petit peu mis en difficulté tout seuls avec ce fumble de Jared Goff qui amène au touchdown de Wesley Woodyard. Ça a un peu enorgueilli, on va dire, Tennessee et ça a un petit peu compliqué la tâche de Los Angeles. Mais bon, on a clairement vu que sur cette attaque-là, il y avait un peu plus de potentiel. On a un peu vu que, du côté des deux équipes, il y avait une attaque qui était un peu plus performante du côté de Los Angeles. 4 passes de touchdown pour Jared Goff sur ce match-là. Ça aussi, c'est pas négligeable, même s'il y a du bon et du moins bon sur sa prestation. Mais très clairement, Todd Gurley, on sait son apport au sol. Là, sur des réceptions qui sortent de nulle part, il arrive quand même à aller chercher les yards après réception. Donc très franchement, il les a vraiment... Tu le mettrais MVP ou pas ? J'ai du mal. C'est compliqué parce que, encore une fois, c'est un effort tellement collectif, en fait, les Rams cette année. C'est ça, et puis ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on juge Brady selon les standards de Brady. Parce que je pense que ça joue entre les deux. Ouais. Et on jugera toujours Brady selon les énormes standards qu'il a eu avant. Et là, on va dire, c'est une saison moyenne de Brady. Mais est-ce qu'une saison moyenne de Brady, c'est une saison moyenne de n'importe quel autre joueur ? J'en suis pas persuadé. On dira toujours, oui, mais Brady, s'il n'y a pas Gronkowski ou... je sais pas, tous les joueurs. Je grossis le trait. Je veux dire, il y a des joueurs comme Cooks, il y a des running backs également que Brady est capable de trouver. Brady, il a 30 touchdowns, 8 interceptions, 104 d'évaluation cette année. Ça reste très propre, mais on dira toujours qu'il a été meilleur que ça et que forcément, c'est moins flashy que ce que peut faire Todd Gurley cette année. Mais bon, j'irai quand même un peu plus vers Brady parce que faut pas non plus nier l'impact d'un joueur comme Jared Goff du côté de Los Angeles. On a eu la conversation. C'est vrai qu'on sortira beaucoup plus un Tom Brady avec des running backs à côté de lui. Un running back qui sort de temps en temps, un running back différent qui sort de temps en temps, plutôt que Todd Gurley qui a aussi un énorme casting en attaque avec Jared Goff, Cooper Kupp, etc. Alors, comme on ne sait en général pas quoi dire sur les Titans, qu'on trouve quand même un peu mi-vigne mi-raisin, on a trouvé un supporter des Titans. Figure-toi qu'il existe. Camille va le contacter pour nous. Déjà, tu plantes le décor. Tu sais comment on accueillir. On est allé le débusquer. Alors, c'est lui qui est venu nous trouver, pour être plus précis. Alors, déjà, il a un gros avantage, c'est qu'il nous voit et que nous, on ne le voit pas. Enfin, moi, j'ai le retour, on va peut-être pas tarder à le voir. Donc, François Baptiste est avec nous. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends bien. Bonjour François et merci d'abord de ton tip puisqu'on rappelle que tu es là parce que tu nous soutiens sur Tipeee et que tu as choisi la contrepartie, je crois que c'est Peyton Manning du coup pour les débriefs. Ah bah voilà, on te voit avec un maillot des Killer Bees derrière. Alors qui c'est les Killer Bees ? Les Killer Bees, c'est l'équipe de Barentin en Normandie. L'équipe de, pardon ? De Barentin en Normandie. Ah, un Rouennais. Ah bah c'est bien ça. On en avait déjà parlé, j'étais passé dans des podcasts l'année dernière. D'accord. Donc je rends hommage à mes compatriotes. Eh ben écoute, tu as bien raison, Rouen est une bien belle ville. Donc tu viens de Rouen, t'as quel âge François Baptiste ? J'ai 29 ans. 29 ans, et donc ton équipe préférée c'est les Titans. Un petit mot d'abord, pourquoi les Titans, tiens ? Quand même. Tout simplement... Quand je regardais le matin, après l'avoir enregistré sur Canal la nuit, j'ai découvert le miracle de ce touchdown dans la dernière seconde. Et voilà. D'accord, c'était le Music City City Miracle. Donc, on ne suit pas. La victoire de Tennessee contre Buffalo au premier tour des playoffs, je crois que c'est 99, je peux dire, l'année où Tennessee perd au Super Bowl contre Saint-Louis, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, François, Exactement. un petit mot. Alors, désolé pour les auditeurs, hein, on ne coupe pas François, c'est juste qu'on a un petit décalage sur le son. Donc, ça peut arriver. François, donc un petit mot sur ce match Titans-Rams et sur cette équipe. Donc, défaite 27-23. Bon, un gros Todd Gurley en face, mais qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe de Tennessee? Perplexe après ce match. Quand on avait échangé par mail jeudi, je me disais débriefer le match contre les Rams, ça va être compliqué parce que ça va être une grosse doudoune. Mais au final, les Titans s'en sortent pas mal grâce à la défense, qui l'eût cru par rapport au début de la saison, parce que vous le répétez assez souvent, mais il n'y a pas beaucoup de gros défenses qui font les turnovers. Donc, assez perplexe. On s'en sort bien, quand même, mais seulement 4 points. Ça aurait pu être pire. Malheureusement, l'attaque a été assez inefficace. Mariota est de plus en plus décevant par rapport à son statut. Et comme le backfield au niveau comme les deux running backs n'arrivent pas à performer, forcément, au derrière, on n'y arrive pas et on perd les ballons beaucoup plus vite. Mariota, justement, alors il y avait Guillaume qui nous demandait sur le chat quarterback élite pour toi ou pas? En tout cas, est-ce que c'est ton franchise QB? Est-ce que tu as confiance en lui pour l'avenir? La question piège. La question piège, effectivement. L'année dernière, il y avait certaines périodes, certaines phases de jeu, certains drives qui donnaient vraiment à espérer si on arrivait à équiper son attaque. Cette année, bon, il a eu des tirs en plus, il a le round numéro 1 avec Corey Davis qui fait du bien. Enfin, il n'a pas l'air trop mauvais, mais il prend des mauvaises décisions. Il lâche pas beaucoup les ballons. Et voilà, il n'arrive pas à s'appuyer sur ses running backs, je sais pas. C'est vraiment compliqué. Élite, certainement pas. Après, pour te compléter, je sais pas si toi tu as ce ressenti-là. C'est vrai que, alors, on tape sur Mariota et, je parle pas de toi en particulier, mais c'est vrai qu'on en attend forcément plus. Tu le disais de par son statut d'ancien premier tour de draft, de numéro 1 de numéro 2 de la draft, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi à un moment donné, il va falloir pointer la responsabilité de Mike Mularkey. On sait que c'est pas le coach le plus sexy, le plus glamour de la ligue, et je pense que lui et Terry Robisky s'enferme un peu dans une attaque très conservatrice où justement on part du principe que voilà, Mariota sait courir, donc on va pas lui en demander des tonnes et des tonnes. S'il y a une bonne fenêtre, il la prend, sinon il fait la différence à la course. Et je pense qu'il faudrait peut-être également un coaching staff et surtout un coordinateur offensif qui lui permette de se développer dans cette tâche-là. Et je pense que c'est peut-être également ce qui est un peu rédhibitoire pour Tennessee pour viser encore plus haut, parce que, alors, certes, le calendrier n'est pas démentiel cette saison, en tout cas, j'ai pas l'impression, même s'ils ont réussi par exemple à battre des équipes comme Seattle ou d'autres. Mais voilà, je me dis qu'ils font pas une mauvaise saison à 8-7 et ça pourrait être encore mieux, comme tu disais, avec un Mariota un peu moins bridé selon moi. Bon, François, est-ce qu'ils vont accrocher les playoffs, ces Titans, et est-ce qu'ils peuvent aller loin en playoffs? Accrocher les playoffs, ça reste possible tant que le match n'est pas passé. Mais on joue les Jags et avec leur grosse défense, le match aller avait été quand même assez compliqué. Bortles nous aide énormément pour la win. Alors la défense de Dick LeBeau va devoir encore faire un énorme match, mais si la ligne ne prend pas, on va pas y arriver. Après, aller en playoff, même en perdant le match, si les Bills, etc. perdent, ok. On va faire un petit tour et puis on va s'en aller. Je ne sais pas qui on chopera au premier tour, mais ça risque d'être assez violent. Bon, c'est possible que ce soit Jacksonville de nouveau. Hein, parce que, alors, en l'occurrence, Jacksonville est déjà qualifié. Ouais. Je me demande même s'ils ne sont pas déjà 3e. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent se faire griller par Kansas City s'ils perdent le dernier match. Donc c'est possible qu'il y ait un turnover. Et du coup, si Tennessee passe, on pourra avoir un remake Jacksonville-Tennessee à Jacksonville. Enfin, une semaine d'intervalle. Bon, en tout cas, merci beaucoup, François, supporter donc des Titans. Et il en faut, et on te remercie d'avoir été avec nous. Bon, on taquine avec ça, mais c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, tu es un des rares. On te remercie encore de ton tip, en tout cas, François. Pas de souci, merci à vous, continuez le boulot, je referai un tip l'année prochaine, et puis voilà, on continue. Écoute, on te remercie beaucoup, on te dit à bientôt, et nous, on va enchaîner, et profite bien de Rouen. Mais oui, c'est une très belle ville, Rouen. Moi, j'aime bien. Donc voilà, merci beaucoup, François, en tout cas, à très bientôt. Merci, ciao. Ciao.
Et un petit mot, Greg, tu parlais de coach sexy. Évidemment, le plus sexy, c'est Andy Reid, et tout le monde le sait. Eagles 19, Raiders 10. Les Eagles ont gagné. Ils auront l'avantage du terrain pour les playoffs, mais est-ce qu'ils ont un problème? Nick Foles, 19 sur 38, 163 yards, un touchdown, une interception. Il va en falloir plus en playoff. Alors, je ne sais pas si c'est le simple fait de la blessure de Carson Wentz, mais la semaine dernière, on les voit sur le terrain des Giants avec une défense qui fait la différence en fin de match, mais qui s'est trouée pendant très longtemps. Et là, en l'occurrence, heureusement qu'il y a une bonne défense parce que ça a été très très compliqué. Ils ont sorti les rames pendant longtemps contre des Raiders qui n'étaient pas franchement meilleurs. Ça a longtemps été un concours de turnover contre 7 au total. Contre Auckland. Dont une séquence où il y a 3 turnovers en 4 actions. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez flippant. Et en plus, apparemment, on a beaucoup insisté. Alors plus que de raisons, je ne sais pas, parce qu'il va quand même falloir le préparer dans l'optique des playoffs. On lui a mis beaucoup de responsabilités, un peu plus que sur le jeu au sol à Nick Foles. Et c'est vrai que sa performance est assez décevante. Et c'est peut-être ce qui pose question. La bonne nouvelle pour Philadelphie, c'est qu'on ne le découvre pas aujourd'hui, mais en tout cas, on sait qu'il y a une défense qui sera armée pour vraiment tenter de faire la différence en play-off. S'ils sont dans un bon jour et s'ils ne jouent pas comme contre les Giants. Maintenant, au niveau de l'attaque, ça pose beaucoup de questions. Ils ont un bon trio de coureurs avec Ajayi, LeGarrette Blount et Corey Clement. Mais en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de joueurs qui arrivent en termes de régularité à taper les 100 yards à chaque fois. Où c'est beaucoup de 30, 35, 40. C'est un peu problématique à ce niveau-là. Bon, on en reparlera plus évidemment dans l'optique des playoffs. Et on rappelle qu'Alshon Jeffrey n'était pas là, si je ne me trompe pas non plus. Donc c'est vrai que c'est aussi à relativiser si leur receveur principal fait défaut. Bon, ça me donne une idée, mais on fera peut-être, parce que là, on va dire un petit mot rapide sur les Raiders qui sont en chantier, mais on pourrait peut-être faire d'ailleurs, vu qu'il y aura moins de matchs à débriefer dans les prochaines émissions, peut-être faire des petits examens de fin d'année pour les équipes éliminées, en faire 2-3 par émission, ou trouver un timing où on arrive à en rentrer relativement d'ici là. Parce que donc les Raiders, un mot très bref, c'est toujours le chantier aussi. L'attaque fonctionne plus ou moins bien. La Marshawn Lynch était là, il a pris des yards, il s'est battu. Premier fumble de la saison. Premier fumble de la saison par contre. Et puis la défense, il y a du bon sur le pass rush. Il y a du bon avec Khalil Mack. Navarro Bowman s'est bien intégré, il fait des bonnes choses. Après, le backfield, ça reste quand même beaucoup plus incertain. Donc il y a quand même beaucoup de points à gérer. Et après, il y a les rumeurs autour de Jack Del Rio qui forcément maintenant commencent. Ce serait du 50-50 pour qu'il reste. Je crois que c'était ESPN qui sortait ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se préparent. En tout cas, ça va être une intersaison charnière pour une équipe qu'on pensait être bâtie et qui au final l'est vraiment pas, quoi. Ouais, il va falloir surtout, parce que tu faisais le bilan tout à l'heure concernant l'élection des quarterbacks, savoir où on est Derek Carr. Est-ce qu'on n'a pas précipité son retour en début de saison en ayant vu la grosse déconvenue à domicile contre Baltimore et la prestation désastreuse d'E.J. Manuel. En tout cas, on voit que sa fin de saison, j'exagère à peine, mais il la traverse un peu comme un fantôme, à part cette action, on va dire, contre Dallas, où il a 2 doigts d'offrir la victoire à Auckland, mais où ça passe pas. À la passe, il est clairement pas bon cette saison. Il y a des lancers qui sont un peu bizarres. Il y a la blessure d'Amari Cooper qui n'a pas amélioré les choses dans la deuxième partie de l'année. Cooper aussi avait un peu calé par rapport à. Il n'y a pas eu de progression non plus. Crabtree fait une saison moins bonne que l'année dernière. Cooper pareil. Donc, on va commencer à craindre qu'ils étaient en sur-régime l'an dernier et qu'il y a encore beaucoup de choses à gérer. Et l'année dernière, ils avaient un Latavius Murray qui n'était pas le plus. Le running back le plus sexy, mais qui faisait les stats. Là, Marshawn Lynch, ça vend un peu plus de rêve, mais est-ce que c'est plus productif? J'en suis pas sûr. Bon, là, j'ai pas de réplique pour le quarterback le plus sexy, personne ne me vient en tête. Mais j'ai l'impression que le sexy est en train de devenir ton panacée à toi. Non, écoute, c'est pas la panacée, c'est pas le plus sexy. Écoute, c'est pas grave. On te taquine, bien sûr. On passe aux autres matchs de la semaine. À chaque émission, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Bon, vous l'avez peut-être entendu, mais Camille s'est excusé pour ce jingle qui est parti un petit peu en retard. Ouf, j'ai envie de dire, parce que sinon on aurait dû terminer l'émission sans lui. Hein. Les méthodes sont implacables à TDA. On l'aurait sorti à coups de pied aux fesses du studio, évidemment, sans indemnité. Ça tombe bien puisqu'il n'est pas payé, donc de toute façon l'indemnité n'aurait pas été élevée. Allez, les résumés, deuxième partie. Texans 6, Steelers 34, soirée tranquille pour les Steelers, impeccable en défense, tranquille en attaque. Du côté de Houston, on attend le retour de Deshaun Watson parce que là c'était vraiment la galère, mais vraiment cette grosse défense des Steelers, c'est aussi un des enseignements de ces dernières semaines. Ça continue, ça reste, ça leur permet d'être plus tranquille et d'opérer plus tranquillement en attaque. Là il n'y avait pas Antonio Brown, ils ont distribué, il y a 6 receveurs qui ont le ballon, Martavis Bryant qui sort un peu de son trou. Donc
Donc c'est une soirée totalement positive pour Pittsburgh qui se reprend après sa défaite contre les Patriots tranquillement, quoi. C'est ça. C'est un des rares matchs de la saison où l'attaque et la défense vont ensemble, on va dire. Et du coup, ça donne un match où Pittsburgh n'a pas été menacé. Il y a une possession en red zone, je crois, même un turnover and down de Houston en début de match. Et derrière, les Steelers ont complètement déroulé. Il y a 20-0 à la mi-temps. Et puis voilà. Houston, à part la grosse réception de DeAndre Hopkins, c'est un peu toujours la même chose. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que là, du côté de Houston, on attend impatiemment la fin d'année. Où on n'est même pas sûr de garder Bill O'Brien. Ce qui n'est pas forcément un mal non plus. Oui, après, ce serait sévère de le dégager dans une saison où Watson, Watt et Mercilus se blessent tour à tour. C'est quand même un peu sévère. C'est pas sa première année non plus, quoi. Ou Dwayne Brown fait un hold-out en début d'année. Oui. Il n'a pas été gâté. C'est pas sa meilleure saison en termes de. Oui, mais des fois, le karma est impitoyable, des fois. Ça va être ça. Patriots 37, Bills 16. Là aussi, ça a été plutôt tranquille. Et encore, 24 points de suite pour se détacher. Ça a été tranquille sur la fin. Par contre, ça ne l'a pas été au début. Ils sont accrochés pendant toute la première mi-temps. Il y a une décision arbitrale encore qui va faire parler. C'est le touchdown ou pas pour Kelvin Benjamin. Alors, c'est pas pour les arbitres. Moi, j'aurais eu tendance à dire que oui quand je vois la ralenti sur le coup. Ah, tu vas me lancer maintenant? Putain, c'est mon flop de tout à l'heure, mais si tu veux. On est obligé d'en parler avec ce match-là, je pourrais revenir après. Alors, c'est toujours la même chose. On peut refuser le touchdown de Kelvin Benjamin, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Mais si on n'appelle pas un touchdown dans un premier temps. Parce que moi, l'arbitre qui arrive sans sourciller après le match et qui me dit mais c'était clair et évident. Non, il n'y a pas de preuve irréfutable tu vois les ralentis que ce que tu as décidé dans un premier temps, c'est largement renversable. Après, ça n'aurait pas changé la suite du match, je pense pas. Buffalo s'est encore écroulé et on a eu exactement le même scénario qu'au match aller. On a une équipe de Buffalo qui a vraiment tenu la dragée haute à New England pendant la première mi-temps, mais qui après a fini par s'effondrer, notamment offensivement. Je suis comme toi, je pense que dans le grand ordre des choses, ça change pas le match parce qu'ils auraient fini par les avoir à l'usure. Ça change moins le match que Pittsburgh-New England. Voilà, c'est un peu moins tardif. Mais c'est vrai que je suis comme toi, c'est-à-dire que moi j'ai la même réaction, c'est que quand je le regarde, je me dis c'est un touchdown, et en effet je me dis aussi il n'y a pas assez de preuves pour changer de toute façon, même si c'est vraiment border, tu sais pas si le deuxième pied, c'est hyper dur, mais comme tu dis, je vois pas la preuve irréfutable, c'était hyper compliqué. Donc là je l'aurais donné pour. Les Patriots qui continuent en effet de varier au sol. Dion Lewis, 24 courses, 129 yards, un touchdown. Mike Gillislee est de retour parce qu'il y avait des blessures, du coup il met un petit touchdown aussi. Eux ils peuvent sortir n'importe quel coureur et puis ils trouvent un moyen de les faire produire. Donc, oui, parce qu'il y a Burkhead aussi de temps en temps. Alors James White est blessé, je vais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il était. Mais bon, on sait qu'il est parfaitement capable derrière. Je suis bien placé pour le savoir. C'est vrai. C'est pas comme s'il avait marqué de touchdown de la victoire au Super Bowl. Mais non, ça fait beaucoup de. C'est sûr que ça fait beaucoup d'armes et beaucoup d'alternatives pour New England. Et j'ai un trou, mais les Bills sont éliminés de la course au playoff du coup. Ah non, ils sont à 8-7, ils sont à égalité avec Tennessee. Si Tennessee perd contre Jacksonville et que... Alors non, c'est encore plus compliqué que ça parce que si Tennessee perd contre Jacksonville, il faut aussi que Los Angeles perde contre Oakland pour que Buffalo s'impose je vais le dire tout de suite. Se qualifie. Si vous ne comprenez pas tout de suite l'explication de Greg, ce qui est possible, on a mis les scénarios sur le site, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils sont tous précis. En gros, tout dépend s'il y a égalité à 3 ou égalité à 2. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plus de monde dans la FC, c'est pour ça que j'avais un doute, et c'est dans la NFC où en l'occurrence, il y a vraiment plus que Seattle. Le scénario, qui peut perturber les 6 qui seraient qualifiés aujourd'hui. 49ers 44, Jaguars 33. La légende de Jimmy Garoppolo continue de s'écrire. Déjà 4e victoire en 4 matchs. 6e victoire en 6 matchs si on compte toutes ses titularisations en NFL. Seul quarterback à plus de 100 d'évaluation contre les Jaguars. J'espère que je dis pas de bêtises, mais j'ai cru voir passer la stat. Premier quarterback à mener son équipe à un touchdown dès le premier drive du match contre les Jaguars cette saison. Ils ont quand même trouvé un truc. Il y a un truc qui se joue à San Francisco là. Clairement. Et puis 5 touchdowns, 3 interceptions cette saison. Les stats sont pas faramineuses, mais il y a une influence, il y a un truc dans le jeu qui est incroyable depuis qu'il est arrivé. Quoi. Oui, et puis c'est aussi la combinaison de son entente avec Kyle Shanahan. Il y a un jeu qui est assez varié tout en n'étant pas hyper farfelu non plus. Il s'appuie beaucoup sur ses tight ends ou sur son fullback Kyle Juszczyk, donc du coup, ça permet à cette équipe de San Francisco d'avancer avec un jeu au sol qui est lui aussi assez varié, puisque il n'y a pas que Carlos Hyde, il y a également Matt Breida qui est capable de faire la différence, et il le fait notamment sur la fin de match au moment où San Francisco en a besoin.
Après, et ça, c'est pas remettre en cause l'impact de Jimmy Garoppolo sur ce match-là, ils ont aussi été aidés par une équipe de Jacksonville qui s'est tiré beaucoup de balles dans le pied sur ce match-là. J'allais y venir après, ouais. Alors, 3 interceptions pour Blake Bortles notamment. Il a 32 sur 50, 382 yards, 2 touchdowns, 3 interceptions. Il y en a un peu pour tout le monde dans ces stats, parce qu'il y a beaucoup de yards, il y a des touchdowns, mais il y a aussi 3 interceptions. Ouais. Est-ce que c'est une source d'inquiétude? Est-ce que c'est révélateur? Est-ce que ça montre que ça peut ressurgir à tout moment, et notamment en playoff? La question, c'est de savoir est-ce que c'est l'attaque de San Francisco qui a été vraiment bonne, mais quand on voit certains lancers, certaines interceptions, je pense au pick six de Dante Johnson par exemple, c'est pas un super lancer de la part du quarterback des Jaguars. Donc c'est sûr qu'il a lancé beaucoup. Je sais pas s'il lance autant de ballons, je crois qu'il y a 50 lancés sur ce match. Ouais, 50. Ouais. Là où au niveau du jeu au sol, on a il y a 18 portées pour Leonard Fournette. Ça s'est beaucoup appuyé sur Bortles. On a essayé de surprendre San Francisco dans ce domaine-là et ça n'a pas été très très concluant. C'est un match sans pour ils ont regardé ses stats des 2 dernières semaines. Ils se sont dit il a l'air bon ce quarterback, et puis ils ont oublié que c'était Bortles. Du coup, ils ont donné 50 ballons à lancer. Ça rappelle que dans l'optique des playoffs, même avec une grosse défense, t'es sûr de rien. Et puis pour poursuivre ce que je disais sur Jacksonville, il y a la prestation de Blake Bortles et puis il y a aussi et surtout une discipline qui a été très très coûteuse, énormément de flags stupides concédés en fin de match, et qui ont notamment permis à San Francisco de faire le break au moment où c'était nécessaire. Jeunesse, tout ça. Et alors on nous lance... Jeunesse, il y a quand même Malik Jackson notamment qui prend un flag à la con. Le mec, il a 30 ans et un Super Bowl. Jeunesse de l'effectif. Ils sont ensemble depuis peu de temps. On nous lance beaucoup sur le chat, Cyril notamment. Quelle crédibilité accordez-vous à la déclate de Carlos Hyde? L'an prochain, nous allons gagner le Super Bowl, parce que c'est vrai que ça fait parler. Bon, il est hypé, il est dans son équipe, voilà, je pense que... Après, c'est vrai qu'on extrapole. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que forcément, le fait que Jimmy Garoppolo arrive en fin de saison dans une équipe de San Francisco qui a plus grand-chose à jouer, peut-être qu'on prend aussi San Francisco un petit peu de haut et que du coup, on se prend la porte derrière. Voilà, si Garoppolo avait joué dès le début de la saison avec San Francisco, il y aurait un scouting qui aurait été différent, il y aurait une considération des Niners qui aurait été différente également. Clairement, de toute façon, le test pour Garoppolo, ce sera le début de saison prochain. Exactement, mais pour le coup, ils ont un salary cap qui est très intéressant, parce que là, ils ont vraiment fait le vide à ce niveau-là, des gros salaires qui sont partis. Navarro Bowman, par exemple, qui a quitté San Francisco, pour ne citer que cet exemple. Et c'est vrai qu'il va falloir beaucoup reconstruire. En défense, je pense qu'il y a des fondations relativement solides, avec notamment une bonne ligne défensive. C'est surtout au niveau du backfield défensif, je pense qu'il y aura besoin de retouches. Et puis surtout, lineman offensif, receveur, peut-être running back si Carlos Hyde n'est pas conservé par Kay Shanahan. Après, Garoppolo, il va en prendre un peu de la place dans le salary cap s'ils veulent le re-signer. Il est toujours censé être free agent à la fin de l'année. Ravens 23, Colts 16, Joe Flacco 29 sur 38, 237 yards, 2 touchdowns. La défense est au point, elle les a bien tenus à la fin. Ils sont donc en position de se qualifier pour les playoffs. Si ça commence aujourd'hui, ils y sont. Ils ont donc leur destin en main aussi. Ça sent, on le voit, ça fait des semaines que ça se construit, cette petite équipe qui arrive en playoffs tout doucement et qui va être bien embêtante pour celle qui va tomber dessus au premier tour. Alors si c'est le cas, il va falloir qu'ils évitent le type de prestation qu'ils ont fait contre Indianapolis. Ils sont un peu retombés dans la sensation dans leur travers offensivement, notamment au niveau du jeu au sol. Petit match d'Alex Collins. Et ils ne se sont pas mis suffisamment à l'abri sur certains moments où ils atteignaient la zone rouge adverse. Et du coup, cette équipe d'Indianapolis, je le dis assez souvent, c'est vrai que des fois ils prennent des pilules, mais ils sont aussi capables de tenir la dragée haute contre des équipes comme Cincinnati, comme Pittsburgh. Quand on les laisse prendre confiance, ils recollent à un moment donné à 16-13. Au moment où ils reviennent justement à 23-16, il y a ce punt bloqué qui leur permet d'être en excellente position. C'est pas passé loin non plus. Sur la quatrième, je suis pas sûr qu'il y ait pas une interférence sur T.Y. Hilton de la part de Maurice Kennedy, mais voilà, en attendant, ça passe pour Baltimore. Moi, j'aime bien ça, le profil pour ça, parce que ils ont des bonnes équipes spéciales, ils sont roublards, ils ont de l'expérience, ils vont être hyper mauvais à prendre. Pour le coup, ce type de victoire-là, c'est des victoires, par exemple, qu'ont très souvent les Seahawks où ça passe ric-rac sur des matchs de saison régulière. Mais tu sais très bien qu'en play-off, ce ne sera pas du tout le même état d'esprit. Et forcément, Mais c'est une piqûre de rappel importante et intéressante à 2 semaines des play-offs s'ils arrivent à les jouer. Les Colts, eux, enchaînent une défaite avec Jacoby Brissett à 16 sur 33, 215 yards, un touchdown. La boucle est bouclée pour Jack Pagano pour son retour à Baltimore. C'est ça, il continue à se précipiter, espérons-le, vers la sortie pour Pagano. Chiefs 29, Dolphins 13, match tranquille aussi pour Kansas City. Tyreek Hill, tiens, touchdown ou pas? Est-ce que tu l'as vu celui-là? Il est incroyable celui-là. Les arbitres. Alors, celui-là, je ne le comprends pas. Encore pire que l'autre, parce que c'est un numéro d'équilibriste
incroyable. Celui-là, je comprends pas. Non, moi non plus. Mais il y a des décisions curieuses de toute façon. Mais, et puis c'est un des touchdowns de l'année en plus. Quoi. Et c'est exactement ce que tu disais, notamment lorsqu'il y a eu la polémique avec Jesse James il y a quelques semaines de ça. C'est-à-dire que, encore une fois, les running backs ont juste à sauter. Les receveurs, ils font quand même des choses de dingue. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec DeAndre Hopkins qui fait son catch à une main et qui derrière arrive quand même avec un joueur en dessous de lui à placer. Ils font quand même des choses, mais c'est impensable. Mais là, c'est pareil, quoi. Et on lui refuse ce TD-là, alors que là, pour le coup, ça crève les yeux que ses 2 pieds touchent le sol avant qu'il retombe. 2 beaux points. Et on lui refuse. Bon, voilà. Celui-là, il est incroyable. Bon, c'est la grosse histoire. C'est le truc. Il aurait mérité un touchdown sur sa prestation d'ensemble. Après, il y a encore eu un énorme Travis Kelce qui, malgré le bon match de Rashad Jones, lui colle quand même un touchdown sur la tronche. Et ils ont équilibré. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont donné 29 ballons à Kareem Hunt et 39 passes. Donc, il y a un semblant d'équilibre. C'est quand même pas trop mal. Et les deux sont performants. C'est peut-être pas un hasard aussi si enfin, quand on sollicite les deux, ça réussit à fonctionner. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et puis les Dolphins, c'est un peu comme les Colts. Ils ont fait leur petite coupe contre les Patriots. Et puis là, ils continuent à naviguer tranquillement et à s'échouer sur les côtes floridiennes. Ils n'ont pas fait un match catastrophique non plus. Non, mais bon. Tout est pas extraordinaire. Mais en tout cas, on voit que le changement de play caller du côté de Kansas City avec le fait que Matt Nagy ait récupéré les appels de jeu en attaque, on sent que ça recommence à recarburer parce que, encore une fois, Alex Smith, quelques semaines de ça, c'était vraiment une ombre. Les passes les plus simples, il les loupait. Et là, on sent qu'il y a un peu plus de confiance. Ça reste stéréotypé avec beaucoup de Kelce, beaucoup de Hill. Mais en tout cas, ça avance un peu plus que ces dernières semaines. Les Jets 7, Jaguars 14, Bryce Petty 15 sur 28, 119 yards, une interception. On peut passer à autre chose ? Pour les Jets, je parle. Match très défensif. Voilà. Non, mais je veux dire, les Jets peuvent passer à autre chose en termes de quarterback. Celui-là, ils ont vu assez. Là, pour le coup, je pense qu'ils n'auront pas de mal à trouver plus sexy que Bryce Petty. On ne sait pas si Christian Hülkenberg aura le droit de voir le terrain à jour. Visiblement, il la semaine prochaine, c'est les Patriots. Je pense que c'est le moment ou jamais pour voir Hülkenberg une fois en NFL. Ça me paraît être une gestion intelligente. Oui. Bonne nouvelle pour les Chargers, quand même. Antonio Gates, 6 réceptions, 80 yards, un touchdown. Alors, c'est plus tout à fait le même athlète qu'il y a 10 ans. On va pas se mentir. Mais il a du jeu, il a de la science du jeu. Ça leur permet de rester en vie dans ce match. Ça, c'est le bon point. Le mauvais, c'est leur défense contre la course quand même aux Chargers, qui en prend quasiment encore 130 ou 140 de Bilal Powell. Ouais, c'est ça exactement. De toute façon, c'est leur problème depuis le début de la saison. Il va falloir qu'ils composent avec des joueurs qui sont pourtant capables de faire quelques turnovers. Un joueur comme Corey Toomer, par exemple, est capable de quelques bonnes actions, mais c'est sûr que sur le run-stop, c'est très très compliqué. Et il faudra voir qui joue. Là, en l'occurrence, la semaine prochaine, il joue au Auckland. Le jeu au sol n'est pas exceptionnel. Ça peut leur permettre de finir à 9-7. Et ils sont toujours en course pour les playoffs aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que j'allais dire, parce que je m'avançais un petit peu. Si vraiment ils arrivent à aller en playoffs, et les scénarios j'ai peur que ce soit quand même un peu rédhibitoire sur un stop un peu compliqué. Et les scénarios sont pas fous pour qu'ils aillent en playoffs. Les deux autres équipes qui doivent gagner, c'est pas des scénarios dingues. Donc c'est ce que je disais. Pour moi, c'est défaite de Tennessee et victoire de leur part. S'il y a défaite de Tennessee et victoire de leur part, ils se retrouvent au pire à égalité avec Buffalo. Sachant qu'ils ont gagné la confrontation directe contre les Bills avec le festival Nathan Peterman. Il y a pas mal c'est pas ce qu'il y a de plus farfelu. Tennessee qui perd contre Jacksonville avec la dynamique actuelle. Non, mais la qualif des Chargers a besoin de beaucoup d'éléments, mais elle est finalement pas si improbable que ça. C'est les Bills qui ont besoin un peu plus d'éléments favorables. Donc à surveiller. Et là, on débriefe les matchs dans l'ordre un peu des équipes playoffs. On va finir par ceux qui n'avaient pas d'enjeu de toute façon. Les Packers 0, Vikings 16. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce match. 236 yards à 239. En faveur des Packers, pour la petite histoire. Brenton Led, 17 sur 40, 130 yards, 2 interceptions. Là aussi, on peut dire qu'ils ont vu ce qu'ils avaient à voir. Ouais, pour ceux qui ont plus de somnifères à la maison, le Jets Chargers et le Packers Vikings, c'était violent. C'est pas mal. Et parce que c'est vrai que Minnesota, pour le coup, a encore fait son boulot habituel en défense, mais a fait les minima en attaque. Il faisait très froid, vraiment. Ça n'a pas été facile. L'attaque n'était pas terrible du côté de Minnesota, mais heureusement, il s'appuie sur une équipe des Vikings qui a fait les jeux importants, notamment dans la zone rouge, parce que Green Bay frappe souvent à la porte de la zone rouge. Et voilà, notamment Harrison Smith avec ses 2 interceptions ont permis à Minnesota de remporter un succès pas exceptionnel, mais en tout cas un succès relativement solide. Panthers 22, Buccaneers 19, fin de match très bizarre. Touchdown de Cam Newton après un fumble, donc il lâche le snap, il reprend, il saute, il marque. Il reste que quelques minutes à jouer. Derrière, Jameis Winston, il reste même moins d'une minute, quelque chose comme ça. Il marque à 35 secondes de la fin. Voilà, c'est ça. Jameis Winston donc récupère le ballon, fumble sur l'action, grosse mêlée. Les arbitres
peut-être disent que c'est ballon de Carolina. Il ressort avec le ballon, il pète un câble, il se met à courir partout. Il faut qu'on le retienne qu'il n'aille pas sur le terrain, etc. Donc, bon, fin de match au top. C'est du Cam Newton et Jameis Winston. Ils étaient sur un terrain ensemble. Et d'autant que Winston a beau s'énerver, c'est quand même son 3e fumble du match. Donc, il aurait fallu quand même penser à s'accrocher au ballon un peu avant. Cam Newton est à 16 sur 25, 160 yards, une interception, même pas un touchdown. Petit match. Comment ? Petit match. Petit match, voilà. Et il retombe, c'est vraiment, j'ai l'impression, ces Panthers, sur une semaine, ils peuvent être hyper convaincants avec du bon Newton, accompagné par un mec à 100 yards au sol, etc. Là, il est encore le meilleur coureur. Il y a pas, je crois qu'il est le meilleur coureur, j'espère que je dis pas de bêtises. Il n'y a pas grand-chose au sol, en tout cas, autour de lui. Bon, alors, c'est bien, c'est un mauvais jour, mais il gagne. Mais en playoff, s'ils font 1 sur 2 comme ça... Alors, j'ai du mal à savoir, parce que Tampa avait été un peu pénible également lors du Monday Night précédent contre Atlanta. Est-ce que c'est vraiment Tampa qui met un peu plus ses adversaires en difficulté, ou est-ce que c'est vraiment Carolina et Atlanta qui sont un peu reposés sur leurs acquis? Je parlais tout à l'heure de complexe de supériorité. Peut-être qu'on est un peu dans cette optique-là. L'attaque n'a pas été bonne. La défense n'a pas été extraordinaire non plus, notamment le backfield défensif des Panthers qui s'est fait pas mal manger sur des passes longue distance. Et on se retrouve avec ce match-là où Carolina a vraiment été mis en difficulté. Énorme cadeau de la défense des Bucks à la fin avec ce offside de Chris Baker. Oui, c'est vrai. Ils ont pas oublié d'être bêtes là-dessus aussi. Voilà, sur une 4e, je crois, qui était tentée par les Panthers et qui n'était pas sûr de concrétiser. C'était un down décisif, en tout cas. Ouais. Donc, ça réussit. Puis tu disais, il y a aussi un brin de réussite avec ce fumble qui est finalement récupéré par Cam Newton qui s'écroule lamentablement dans la end zone, mais qui va quand même chercher le TD. C'est incroyable. Donc, voilà, ça n'a pas été flamboyant, mais encore une fois, voilà, quelques actions clés. Il y a aussi le retour de kick-off de Damir Bird. Qui est précieux, plus long retour de la saison, je crois, pour un TD. Et il n'en refera pas, je crois, parce qu'il a été placé sur la liste des blessés. Donc, blessé au dos. J'ai un doute sur la blessure, mais il a été placé sur la liste des blessés juste avant qu'on commence l'émission. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de receveurs à Carolina, ça va pas s'arranger à ce niveau-là. C'est vrai. Bon, et puis les Buccaneers, tu l'as dit, moi je trouve que c'est l'équipe embêtante par définition, parce qu'en effet, tu sais pas comment juger même l'adversaire, parce que eux ils sont tellement irréguliers. Ils ont du talent, ces Bucks. Il y a des joueurs de talent, mais comme ils sont pas bien coachés, indisciplinés, et voilà, donc comme tu dis, des fois ils rendent l'évaluation de leur équipe adverse compliquée, parce que tu sais pas à quel niveau sont les Bucks. Donc, Et Carolina, c'est une équipe qui joue comme une équipe à 8-7, mais ils sont en 11-4. Ouais, ça c'est quand même assez bizarre aussi. Ils vont chercher les matchs, mais il y a un moment, tu te demandes presque comment. Donc ils n'auront pas de semaine de repos. Ils sont toujours en course pour une semaine de repos, si je dis. Oui, ils sont en course pour le titre de division, tout à fait. Donc s'ils ont une semaine de repos, ce serait mieux pour eux, parce que je les vois pas faire ça sur 3 matchs de play-off à la suite. La semaine de repos. Ah si, ils peuvent encore la. Oui, ils peuvent encore la jouer. Il faut que Minnesota perde. Ouais, il y a que Philadelphie qu'on a une pour l'instant. Donc encore une fois, s'ils passent par les wildcards, je les vois pas faire gagner 4 matchs de suite comme ça. Je vois pas comment ça passe en playoff. Aussi. Le Saints Falcons 23-13 pour New Orleans. Les Saints ont validé leur billet pour les playoffs. Les Falcons qui ont été dominés physiquement, 33 minutes de possession pour New Orleans, 2 sacs pour Cameron Jordan. T'es d'accord à peu près avec le constat sur le fait qu'ils ont été dominés physiquement, c'est difficile de dire le contraire, mais non, ouais, je parlais de l'attaque de Carolina, là, je pense que niveau attaque, on n'était clairement pas dedans. Vraiment énormément de difficultés, 0 points à la pause il me semble pour Atlanta contre cette bonne défense des Saints qui a vraiment été capable de mettre une grosse pression, notamment Cameron Jordan, mais ça on ne le découvre pas. Ce qui m'inquiète un peu plus pour les Saints, c'est que c'est le 2e match de suite où ils tombent pas sur une bonne attaque en face, et pourtant en attaque ils sont pas extraordinaires non plus. On va dire qu'ils font un petit peu ce que tu disais tout à l'heure pour Minnesota, c'est-à-dire les minima. Ouais. On n'a pas une attaque extraordinaire. Mark Ingram fait le minimum syndical, on va dire, même s'il termine avec un TD. Et Drew Brees concède une interception fâcheuse en début de 3e quart. Il est pas loin d'en concéder une autre derrière. Stevie Bissell la récupère. C'est pas vraiment lui qui porte l'équipe ces dernières semaines. C'est le jeu au sol. Non, très clairement. Mais c'est même Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. En attaque, oui, bien entendu. Mais oui, c'est sûr que. Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il peut se réveiller en playoff. Oui, c'est ça. S'il le garde au chaud jusqu'en phase finale, pourquoi pas. Mais voilà. Donc pour New Orleans, encore une fois, je suis pas rassuré par rapport à ça. Du côté d'Atlanta, il y a quand même un gros chantier. Et si tu me permets, il y a juste un gros point d'interrogation selon moi, c'est la situation de Devonta Freeman. Je plaisantais la semaine dernière sur sa manie de faire des fumbles. Il en est, je ne vais pas me tromper, à 4 fumbles en 3 matchs. 4 fumbles depuis sa commotion. C'est plus une manie, c'est une... Ah oui. Il n'en avait pas concédé jusque-là. Et l'année dernière, il a 1 fumble en 16 matchs. Oui, donc ça m'inquiète un petit peu quand même. J'ai la sensation que, et je pense qu'il va falloir prendre ça en considération du côté d'Atlanta, peut-être falloir mettre un peu plus de responsabilité sur Tevin Coleman,
parce que voilà, peut-être que Freeman n'est pas... Et ça aussi, c'est pareil. Alors, je défends souvent Steve Sarkisian, mais jouer sur du jeu puissant avec des running backs qui sont avant tout des running backs, on va dire, vifs et explosifs, voilà, c'est peut-être aussi ce qui pose problème. Il va falloir très sérieusement s'ajuster. C'est deux problématiques qu'il va falloir prendre en considération. Clairement, vif et explosif, c'est plus vraiment le qualificatif pour cette attaque cette année. C'est ça. Matt Ryan a 22 sur 36, 288 yards, un touchdown, une interception. Alors, l'interception... Un brin chanceuse. Un brin chanceuse avec les fesses de Marshawn Lattimore, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a des drops, il n'est pas aidé, mais comme on l'a dit, c'est moins explosif que l'an dernier aussi. Alors j'ai vu, je crois que sur les 11 interceptions qu'il a considérées cette année, il y en a 4 qui ne sont pas dues à des drops de ses receveurs. D'accord, oui, donc c'est beaucoup plus... Mais voilà, après c'est des drops. Voilà, les drops, ça prend aussi en compte le ballon qui est lancé un poil trop et qui est relâché. Des fois, c'est aussi parce qu'il n'est pas dans voilà, dans la les stats ne veulent pas tout dire. On termine avec les 3 matchs qui n'avaient pas du tout d'enjeu. Redskins 27, Broncos 11. Kirk Cousins continue de se débrouiller comme il peut. 7e victoire. C'est franchement honorable avec l'effectif qu'ils ont déjà à la base, parce qu'il a quand même perdu tous ses receveurs principaux. Et après, avec les blessures, c'est quand même hyper honorable, moi, je trouve, ce qu'il fait Kirk Cousins. Il a mis beaucoup de temps quand même pour se mettre dedans. La première mi-temps, que ce soit des deux côtés, de la part des deux équipes, est quand même assez moyenne. Ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps pour Washington et pour Kirk Cousins, alors que du côté de Denver, ça s'est enfoncé petit à petit. Ça n'a jamais été bon là pour le coup. Hormis CJ Anderson qui reste la valeur sûre de cette attaque. 2 ballons perdus pour Brock Osweiler qui donc aura fait illusion. Un match. C'est ça. Il a été bon pendant un match. Ils vont essayer de refaire jouer Paxton Lynch la semaine prochaine. Ils l'ont déjà annoncé. Cardinals, 23, Giants 0. Larry Fitzgerald éternel, 9 réceptions, 119 yards, un touchdown. C'est Drew Stanton qui lui lançait le ballon parce qu'il en a eu des tocards pour lui lancer le ballon ces dernières années. Je suis méchant avec Drew Stanton. Mais voilà, donc Larry Fitzgerald a fait le boulot. Les Giants, c'est un peu 38 yards cumulés sur 3 coureurs au sol. Et Eli Manning a 2 interceptions. C'est quand même... Alors là, pour le coup, tu vois, ça donnait clairement l'impression... Steve Spagnuolo, il est venu voir Eli Manning, il a fait « Écoute, mec, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, c'est ton récital. Il balance combien de ballons ? 45 ? J'ai pas la stat pour les ballons. Vas-y, tu peux balancer tous les ballons que tu veux. Mais bon, juste pour info, t'as pas de running back, t'as pas de receveur, t'as pas de ligne. Allez, amuse-toi bien. Puis on voit ce que ça donne. Bon, voilà, c'est un match... C'est une fiche d'Eli Manning des grands jours. Hein. Oui. Bon, il y a 2 interceptions, il y a 250 yards, je crois. C'était du Manning. Après, c'était pas un grand match, de toute façon. Antoine Buffel, safety des Cardinals, qui a plus de réceptions qu'Evan Ingram. Donc, bon, bref. Mais il se blesse Evan Ingram. Oui, c'est vrai, t'as raison, je suis mauvaise langue. Bears 20, Browns 3. Est-ce qu'une de ces deux équipes a un quarterback ? Non. Question simple. Question suivante. Question simple. Trubisky, 14 sur 23, 193 yards cette saison, 7 touchdowns, 7 interceptions. Kaiser, 18 sur 36, 182 yards, 2 interceptions dans le match. Et sur la saison, 9 touchdowns, 21 interceptions. Moi, Trubisky, ça commence vraiment à me faire peur pour Chicago. Parce que si sur ce genre de match-là, il n'est pas capable de montrer un tant soit peu son potentiel, je veux bien que les conditions météo n'étaient pas optimales. Il joue à Chicago, donc il va falloir qu'il s'y habitue. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Donc, pour le coup, Kaiser, il avance, mais il se trouve complètement dans les moments importants, enfin en tout cas dans les zones cruciales. Trubisky, c'est vraiment, allez, petit match du dimanche avec les copains, on y va. Je sais pas, il n'y a pas un manque de sexy et de glamour, tu trouves? Là, il y a un manque de sexy et de glamour, oui. Mais là, ça sent le loupé quand même du côté de Chicago. De mémoire, sur cette saison, je me rappelle qu'il y a un match où on a dit que c'était à peu près pas mal. Et c'est tout, quoi. Tu t'en rappelles? Je me rappelle plus de l'équipe en face. mais je me rappelle qu'il y a un match où on avait dit là, c'est un peu mieux. Je me rappelle des premiers matchs où ils osaient même pas lui faire lancer le ballon. Alors après, c'est pareil. Pour moi, ça en dit long parce qu'il y a des joueurs. Alors, l'année dernière, Jeff Fisher avait inventé le concept du joueur qu'on draft en numéro 1 mais qu'on ne fait pas jouer avant le 10e match de la saison parce qu'on estime qu'il n'est pas prêt. Là, le mec, tu le fais jouer et un match sur 10, tu te dis bon, on va peut-être y aller. John Fox, il joue sa place quand même. Je dirais à un moment, il va tenter quand même de se dire bon, vous avez vu, j'ai tout misé sur ce gars-là, il y a de la place pour l'avenir. Non. Peut-être qu'on a enfin. Jouons tranquille. Peut-être qu'on a enfin expliqué à Fox que s'il est viré, il a quand même son salaire de l'année prochaine. Sûrement, mais et que le mec se dit c'est pas mal une année sabbatique. Moi, je suis très très inquiet quand même. Hein. J'espère qu'il aura un meilleur coordinateur ou en tout cas un coach qui va pouvoir enfin nous permettre d'avoir une vraie vision d'ensemble parce que déjà ce que je vois ça me rassure pas et comme on lui met pas plus de responsabilités La bonne nouvelle pour ces deux équipes c'est que si elles veulent changer elles drafteront haut, donc c'est déjà ça de gagner. Tout à fait. Alors on passe au top et au flop.
Le top et les flops de la semaine. Greg, à toi l'honneur pour le top. Le top, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la déclate de Dak Prescott sur Dez Bryant. Alors certes, Dak Prescott n'est pas exemple de tout reproche, mais je trouve que c'est pas mal de temps en temps de remettre ses receveurs un petit peu devant leurs responsabilités. Alors certes, ça peut créer une mauvaise ambiance en interne. T'es comme ça, toi. Tweet, clash, buzz, bam. Ouais, mais bon, voilà, à un moment donné, je te dis, il y a des receveurs qui sont vraiment agaçants à ce niveau-là. J'avais quelques exemples en tête, mais tu prends des Deshaun Jackson, des joueurs qu'on se profile là, c'est vrai que ça devient rapidement agaçant d'avoir systématiquement des joueurs pour pleurnicher en coulisses. Voilà. Bon, alors moi j'avais pas trop d'idées, donc j'ai mis Jimmy Garoppolo en top. Bon, c'est pas hyper original, mais je trouve ça beau une franchise qui trouve son quarterback. Parce que c'est une quête quand même, tu vois, ça fait longtemps qu'ils cherchent et tout ça. Il y en a beaucoup comme ça, on parlait des Browns et des Bears. Le jour où ils trouveront un quarterback, ce sera beau, on sera heureux pour eux. Donc je suis content pour les supporters. Surtout les Browns, le jour où on trouve un quarterback aux Browns. Donc je suis content pour eux et pour leurs supporters. Il y a un truc qui s'est créé. Ton flop. Alors j'en ai quelques-uns. Je sais pas par lequel je commence. Je vais commencer par les arbitres, parce qu'on a commencé à en parler tout à l'heure. Vraiment des décisions arbitrales qui me surprennent de semaine en semaine. J'étais pas d'accord avec vous sur Jesse James, mais ça c'est pas un problème. Chacun a son avis et voilà, bref. Je cherche pas à débattre là-dessus. Ce week-end, il y a la situation avec Elvin Benjamin dont on a parlé. Il y a le catch de Tyreek Hill dont je ne comprends pas qu'il n'ait pas été accepté. Même le touchdown de Julio Jones me paraît un peu limite. Alors je ne suis pas sûr pour le coup qu'il soit appelé dans un premier temps, qu'il soit donné. Là, à la limite, ça aurait peut-être plus de sens. S'ils ne l'appellent pas et que derrière, ils disent on n'a pas de preuve irréfutable, mais ça me paraissait quand même au-dessus de la ligne. Il y a énormément de décisions que je trouve assez contestables. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'agace encore plus, au-delà de la décision en elle-même, c'est les arbitres qui arrivent en disant il n'y a rien à voir, circuler, c'est clair et irrévocable. Non, il ne suffit pas de me dire selon le règlement, c'est ceci ou cela. C'est comme pour l'histoire de Pittsburgh New England. La règle a dit qu'il faut survivre, machin. Non, moi je veux un truc où on s'adapte un minimum à ce qui se passe et où on ne se cache pas derrière des règles en disant c'est clair et irréfutable quand ça ne l'est pas. Donc c'est ce qui m'énerve, c'est cette manière d'arbitrer et ce discours-là. Et très mauvaise année pour les arbitres. J'ai presque l'impression que les arbitres remplaçants à l'époque étaient meilleurs. Oh, dur. T'avais d'autres flops, non ? Ouais, alors je sais pas si tu allais en parler. Ron Rivera avec les Panthers, qui a rien trouvé de mieux après le match que de rendre hommage à Jerry, de demander aux joueurs de rendre hommage à Jerry Richardson. Ouais, alors tu vois, j'ai pas osé. Donc j'espère pour Ron Rivera que ses proches ne seront pas concernés par des soucis de harcèlement sexuel. Ouais, parce que c'est bien de failloter vis-à-vis de la direction, mais que Cam Newton soutienne Jerry Richardson, ça ne m'étonne pas, sachant que Newton est un beauf notoire. Mais que Ron Rivera le fasse, ça me dérange un petit peu plus. Donc c'est mon flop. Ouais, moi j'étais assez choqué par le truc. Je n'avais pas prévu d'en parler non plus, mais oui, je comprends pas non plus. Et enfin, je sais pas, le mec est accusé de harcèlement et de racisme, et ils sont là à dire 1, 2, 3, Jerry, wouh. Ouais. Et puis c'est pas comme s'il y avait on avait eu une enquête pendant un temps. Et voilà. Le mec on l'accuse de ça et 3 jours après il part en passant par la fenêtre. Après moi c'est méchant, mais s'ils ont cette attitude-là vis-à-vis de leur propriétaire quand il est accusé de racisme et de harcèlement, je comprends qu'ils se fassent avoir sur les négociations du CBA à chaque fois, parce que dans ce cas-là ils doivent être très cordiaux à la table des négociations. C'est pas la même chose, mais c'est exactement comme les joueurs des Texans qui avaient dit à l'époque on va faire grève vis-à-vis de Bob McNair. T'as vu quelque chose, toi ? Non. Non, rien. Si les mecs ils poussent pas leur truc un minimum, ça risque pas de changer les mentalités en NFL. Et c'est là où est la différence avec la NBA, où les joueurs ont plus la main, et où quand il y avait eu le scandale des Clippers, le propriétaire avait été foutu dehors, manu militari, très très vite, quoi. Alors c'était pas le même type, parce qu'il y avait des preuves tangibles, audio dans la presse, etc. Il y avait aucun moyen de se sortir de ça pour lui. Là, il joue sur le truc c'était des accords privés, etc. Mais encore une fois, c'est des trucs qu'ils doivent savoir de toute façon. Si les employés racontent qu'ils mataient les culs de tout le monde, qu'ils faisaient des remarques à tout le monde, qu'ils disaient aux femmes de faire un tour sur elles-mêmes quand ils les regardaient, etc., je pense que les joueurs ils doivent être plus ou moins au courant de comment ça se passait dans la maison. Et puis chacun, en interne, chacun pense qu'il a envie de penser. Mais pour moi, Ron Rivera, il n'est pas obligé de faire ça. Voilà.
Sachant qu'il y a une caméra, on des célèbre caméras et la tout, victoire. En plus, la victoire, bon, c'est quand même pas la plus belle victoire de la Non, saison c'est non plus clair. pour Carolina. Mais il y en a T'es pas obligé de le faire. Mais il y en a quelques-uns, non? C'est Newton du coup qui a sorti. On joue pour Jerry pour gagner le Super Bowl pour Oui, lui. enfin, je t'ai donné mon avis sur Cam Newton. Ouais. On connaît son estime pour la vente féminine de toute façon. Ah bah de toute façon, oui, voilà. j'attendais pas qu'un cador et un gentleman comme Cam Newton. Lui, je pense que juste après, il a appelé Richardson en lui demandant des techniques. Ah ou, oui, oui. ouais. Bon, C'est une blague, c'est une mauvaise blague, mais bon, bref. Non, mais flop pour revenir au football, moi c'est les Giants qui font toujours pas jouer Davis Webb, qui ne mettent même pas Davis Webb sur la feuille de match puisqu'il était même pas actif. Je comprends le tollé qu'il y a eu quand on a mis Eli Manning sur le banc, la manière dont ça a été fait, etc. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, du coup, Spagnuolo est traumatisé par ça et que du coup, Manning est devenu une sorte de vache sacrée à laquelle il ne faut plus toucher, même s'il se fait massacrer, même s'ils sont nuls, même s'ils ont plus rien, même s'ils ont truc. Du coup, non, on va pas mettre Davis Webb sur le terrain parce que ça va vexer les gens. Mieux pourquoi Spagnuolo ça n'a pas marché comme head coach peut-être. Non, mais voilà, c'est ça. Donc très bien, ils l'ont fait revenir, etc. Du coup, en plus de toute façon, ça avait plus de sens puisque sa série de titularisation, elle était terminée quoi qu'il arrive. Quand il est arrivé. Donc, mettons, tu le remets, etc. Mais enfin, là, c'est bon, il n'y a plus rien à jouer. Tu as un quarterback rookie sur le banc ou deuxième année, je sais plus. Fais-le jouer, quoi. Regarde un peu ce que tu as. Manning, il est à la fin de sa carrière. Vous allez avoir le deuxième choix de la draft. Regarde si tu dois drafter un mec ou pas. Je sais pas, regarde un peu les opportunités. Et moi, c'est plus cette attitude-là, quoi. Là, quand on lui a demandé pour la semaine 17, non, et là, il va débuter. Vous inquiétez pas. Ouais, moi, je suis là. Je veux dire, j'ai pris l'intérim. On m'a mis là. J'ai rien demandé. Je veux vexer personne. Il joue s'il veut. Demandez-lui. Moi, voilà, voilà. Et ça m'embête un peu. Au bout d'un moment, c'est un peu. Et ça me fait même de la peine parce que, comme tu l'as dit, Manning tout à l'heure, il fait un match. Voilà, il a rien autour de lui. Il balance 2 interceptions, 50 000 passes. Et voilà, ça me fait presque de la peine pour lui aussi. Donc ouais, c'est plutôt un flop. Ça finit un peu. Et je sais pas si c'est un flop en tant que tel. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Camille, mais je suis un peu surpris par l'attitude d'Earl Thomas depuis quelques semaines à Seattle, qui a intervenu après le match que d'aller voir Jason Garrett en lui disant si vous pouvez me faire venir à Dallas. Il y a d'autres moments, je sais pas. Ouais, on en a parlé avec ils Camille, peuvent se voir en dehors des matchs ou voilà, le faire face caméra au moment où Jason Garrett rentre dans son vestiaire. Bon, c'est vrai qu'il pouvait lui obtenir une semaine après son petit accrochage avec Bobby Wagner. C'est ça. On a eu la même discussion avec Camille hors antenne avant l'émission et c'est vrai que c'est un peu bon. Alors il est natif du Texas, il était fan, ça je peux comprendre, mais c'est vrai que du coup le timing est un peu bizarre et face cam et tout, il savait que ça allait forcément faire jaser quoi. Surtout que, alors je vais pas dire de bêtises, mais sur l'histoire avec Wagner, donc il avait dit que Wagner devait pas jouer et ça avait fait un mini tollé. Bon après c'est surtout Wagner qui s'est un peu emballé. Mais alors c'est Wagner qui avait essayé de calmer le jeu et Thomas qui en conférence de presse avait dit non finalement on n'a pas discuté ou c'est l'inverse, je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas Earl Thomas qui avait dit en conférence de presse non c'est de la merde, on n'a pas discuté du tout. Il y en a un des deux. Il y a une attitude un peu ambivalente de sa part que je trouve un peu curieuse dans ce moment-là de la saison. Mais c'est vrai que c'était Wagner qui s'était emballé après à dire que l'autre était jaloux et tout ça sur les. Oui, c'était un peu bizarre. On passe à vos questions. On termine avec vos questions. Et oui, elles sont dans la casquette. Bah oui, habilement cachées. Il y en a qui se barrent dans tous les sens. Bah tiens, pour la peine, on va prendre celle-là. Prends celle-là. Alors, hop, je mets une écoute, casquette je vais là, commencer. une casquette là. Question de Baptiste 766. Alors, beaucoup de questions. J'essaie d'en retenir une. Tac. Alors, que retenir? De quoi se souviendra-t-on à l'issue de la saison 2017? Le retour des Jaguars ou des Rams en playoff, la saison 0-16 des Browns. Pas de Jeff Fisher avant son retour flamboyant. Bon, les Rams quand même, non? Et les Jaguars, les deux, un par conférence, on a le droit d'avoir de souvenirs. Ouais, quand même, ouais. Parce que la saison 0-16 des Browns, bon, ça arrive pas tout le temps, généralement ça arrive une fois par décennie, mais bon, non, ce serait que la deuxième fois de l'histoire. C'est que la deuxième fois de l'histoire. Ah ouais, les seuls à l'avoir fait, c'est les Lions de 2008 ou 2007. Ouais, mais après, après, il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas joué toujours 16 matchs dans une saison. Il y a des équipes qui ont fait 0-14 à l'époque. Rassure-moi. Peut-être que les Lions, c'était les premiers à 0-16. Ouais. C'est possible. Mais en tout cas, ouais, là, du coup. Mais oui, j'irais également Jaguars et Rams. Rick Leville, seriez-vous pour remettre en cause l'avantage du terrain systématiquement accordé en wildcard à un vainqueur de division pour l'accorder au meilleur bilan plus tôt? Moi, non. Gagner sa division, c'est le premier objectif en NFL. C'est vrai. T'as pas tous les adversaires. Après, je sais qu'en NBA, ça a longtemps fait. Ça a longtemps posé question et ils ont changé le système. Après, en NBA, ça se joue sur 7 matchs. Je pense que ça dépend de ta fiche aussi, tu vois. Par exemple, les exemples les plus récents, c'est les Seahawks à 7-9 ou les Panthers à 7-8-1 il y a quelques années de ça. Les Cardinals, quand ils vont au Super Bowl en 2009. Ouais, ils sont à 9-7 encore. Ils ont pas on les qualifié de pire équipe à aller en playoff. On est d'accord, mais ils étaient pris une tôle la semaine d'avant. Oui.
je me rappelle de ça. Et mais pourtant, ils vont au Super Bowl. recevoir un match de playoff quand tu as une fiche négative, moi je pense que faut au moins que tu aies une fiche positive quoi, pour recevoir en playoff. Mais bon, après, tu fais trop de cas par cas. Quoi. Moi, honnêtement, ça me va. Tu gagnes ta division, tu gagnes le droit, il faut aller battre un champion de division. Parce que de toute façon, tu es en wildcard derrière, donc tu n'avais qu'à gagner ta division si tu voulais l'avantage du terrain. Et sinon, il y avait les Chiefs, par exemple, vont recevoir en wildcard une équipe qui aurait peut-être un meilleur bilan qu'eux. Oui, voilà, donc c'était un exemple. Pas sûr, ça. Hein. Oui, en plus, ça pourrait bouger. Je suis pas sûr, ils peuvent finir à 10-6. Il n'y aura pas d'équipe avec un. Enfin, il y aura une équipe au mieux avec un bilan similaire, ce serait les Ravens, mais bon, je comprends la logique. Mais il y a LP Geoffrey qui nous rappelle sur le chat que les Buccaneers ont commencé l'histoire de la franchise par 0-26. 0 victoire, 26 défaites. Donc ils avaient en 76, ils ont perdu donc toute la saison. Et en 77, ouais, il y a eu une 12. C'était les Browns de l'époque, les Buccaneers. Après, c'était une expansion franchise, donc c'était leur première année. Question de Garlouche, qui va te plaire, je l'imagine. Est-il possible de faire un podcast rétro, genre ancien générique et jingle, invité d'anciens chroniqueurs comme Guillaume Soquet ou Philippe Barcelona, etc. Continue le super taf, on vous kiffe. Avec une 2 chevaux, des vieux lampadaires, des rétros comme ça. Ouais, pourquoi pas. T'es pas réfractaire à l'idée? Non, je suis pas réfractaire à l'idée. Il faut voir le temps, il faut voir les moyens, il faut voir le contenu surtout, parce qu'il faut qu'on ait des choses à dire. Donc je sais pas ce que vous voulez dire par rétro. Après, il faudrait qu'on fasse des souvenirs par année. Mais on avait déjà fait un truc où on avait fait une rétro depuis... pour la 200e, ouais, on avait fait saison par saison ce qu'on avait retenu. Donc il faudrait voir le contenu surtout en fait, il faudrait voir ce qu'on mettrait dedans. Chris The Old One, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Oui, merci. En cette période de Noël, quel cadeau de folie en NFL bien sûr voudriez-vous voir se réaliser en 2018? Les Rams qui gagnent le Super Bowl. Les Falcons qui le gagnent. Contre les Patriots. Là, c'est mal barré quand même. Contre les Patriots. Là, c'est mal barré. Carrément, la revanche de 2000. Ouais, la revanche de 2001. 2002. Attends. Non, c'est un peu avant. C'est en février 2002 le Super Bowl qui. Ah ouais. D'accord, tant pour moi. D'accord. Question de Dirty Fighter qui m'intéresse au plus haut point. Vous prenez la tête des Browns, vous disposez des choix 1 et 4 à la draft. Vous prenez quel joueur, vous privilégiez quel poste? On l'avait dit, on a fait une émission spéciale là-dessus, je ne sais plus quel numéro, on va conseiller à Dirty Fighter de jeter un œil quand on avait fait la construction des London Marmite. Donc en 1, on avait pris un quarterback. Oui, après, pour répondre à la question avec les prospects de draft, moi, à l'heure actuelle, je prends Josh Rosen, le quarterback de UCLA, même si apparemment les dernières rumeurs évoquent le fait qu'il ne pourrait pas y aller. Autant pour moi, je n'étais pas ancré dans la réalité de la draft du stade. Je voyais Général Construction. D'ailleurs, j'adore ces news, on nous dit tel quarterback ne va pas se présenter à la draft parce qu'il risque d'être sélectionné par les Browns. Je veux bien croire que ce soit pas une super organisation, Cleveland, mais bon, il y a bien un quarterback qui va venir à un moment donné. S'ils y vont pas cette année, ce sera le même bordel l'année prochaine. Et puis honnêtement, alors moi je trouve ça particulièrement bidon. Je sais pas s'il y a un fond de vrai ou pas. Hein. Je trouve ça particulièrement bidon au sens où, si tu considères que tu as le niveau pour aller en NFL, tu vas attendre un an de plus, risquer de te blesser et risquer de perdre les millions de dollars qui vont avec le premier contrat juste parce que tu n'aimes pas Cleveland. Et 2, sachant qu'il y a quand même, ce serait pas le premier qui a forcé un transfert au pire. Dans le pire des cas, si vraiment tu es allergique à Cleveland total, tu dis je me présente, je suis le meilleur, patati patata, mais j'ai pas envie d'aller à Cleveland, trouvez-moi un truc où je viens pas jouer. Tu fais une sorte de... Et puis encore une fois, ce sera la même chose. Si cette année Cleveland n'arrive pas à récupérer un quarterback à la draft, ils auront le pire bilan l'année prochaine. Et l'année prochaine, les mecs qui seront seniors, ils seront obligés de s'inscrire. C'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai mis dans l'article. C'est-à-dire qu'ils risquent à la fois de se blesser, de perdre du pognon, et de toute façon, Cleveland soit toujours là l'an prochain. Je trouve ces rumeurs un petit peu bizarres. Darnold, je pense qu'il devrait retourner, mais Rosen, je pense qu'il aura tout intérêt à y aller. Et bon, aller à Cleveland, voilà, ça va vite en NFL, faut arrêter aussi. Donc, nouveau general manager aussi. Et puis, il n'est pas à l'abri que les Browns échangent le premier choix. De leur plein gré. C'est sûr. Comme ils l'ont fait pour le choix de l'an dernier, qui était le numéro 2, qui était dans le 10 ou 12 de Watson. Le 12. Voilà, et le 2, c'était Vance quelques temps plus tôt. Et juste pour terminer la question, donc avec le 4e choix, peut-être Minka Fitzpatrick, le DB d'Alabama, ou Saquon Barkley, running back de Penn State, parce qu'on rappelle que Isaiah Crowell est free agent à la fin de l'année. C'est vrai. Voilà. Alexandre Lopez, une explication sur la situation de Rodgers, blessure hier, un match, retour à sa blessure. Vous pensez qu'il peut vraiment être libéré, nous demande Alexandre. Ça, c'est sur le chat. Non, il ne va pas être libéré quand même. C'est ESPN qui a publié ça dimanche. On ne s'est pas jeté dessus, très honnêtement. Je crois même que je l'ai mis dans le petit déj parce que je trouvais que ça valait pas un article
complet parce que oui, ça a énervé quelques. Alors ils ont sûrement truandé un peu, c'est-à-dire que normalement quand un joueur revient de la liste des blessures, pour l'y remettre il faut qu'il se blesse, qu'il ait une nouvelle blessure. Là en gros ils ont fait un peu comme ils voulaient, ils ont dit bon non en fait il est pas au point, on n'a plus rien à jouer, on le remet sur la liste des blessés. Donc ça oui c'est un peu border et ils auraient pas dû le faire. Après Surtout que ça sert à rien, tu peux tout simplement le mettre sur la touche. oui Pourquoi il y a absolument besoin de le mettre sur la pour réserve libérer une place dans l'effectif. Pour enfin, pouvoir re-signer un 4e retourneur. Mais du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que, donc, ok, c'est border, etc. Donc, ça aurait énervé des franchises qui disent qu'ils n'ont pas respecté le protocole et qu'ils devraient être coupés, etc. Après, dans les faits, c'est beaucoup trop tard. Je veux dire, maintenant qu'ils ont fait l'opération, que je vois pas comment la NFL pourrait changer tout ça. Et deuxièmement, vous vous doutez bien que la NFL n'a pas envie de se ridiculiser à ce point-là, quoi. Je vois pas à quel moment ils vont dire à une franchise bon en fait vous allez lâcher un ancien MVP quarterback star parce que vous n'avez pas respecté une procédure sur la liste des blessés. Oui, puis ça fait un peu ramasse-crotte, je suis désolé. Ouais, oh là là, vous avez vu, faut le mettre sur la. Et puis bon, même si Aaron Rodgers était libéré par Green Bay, il pourrait très bien re-signer chez les Packers derrière. Je veux dire, il a pas un couteau sous la gorge, on va pas lui dire t'es obligé d'aller là-bas. T'imagines, il met un gros, il est coupé et il met un truc sur Instagram avec marqué fuck McCarthy en gros et il se barre ailleurs. Incroyable. Almana, les Saints ont-ils la possibilité d'atteindre le Super Bowl si Will During Grand Camara est-il l'unique clé de ce succès? On en a parlé un petit peu, on va faire court du coup, on en a parlé tout à l'heure, mais en tout cas c'est la base en ce moment. Après Brice peut passer la seconde. Pour moi c'est l'équipe NFC qui serait la mieux armée à l'heure actuelle pour y aller. Puisque Carolina a une bonne défense, mais comme on le disait, un peu irrégulier. Là, que ce soit offensivement ou défensivement, il y a des armes. Après, il ne faut pas qu'ils se loupent ou qu'ils perdent des ballons contre eux dans des moments clés en play-off, comme ça peut être le cas sur certaines rencontres. Question de Guillaume sur le chat. Est-ce que Antonio Brown est out pour les playoffs comme Adam Schefter l'a annoncé? C'est pareil, les Ricains aiment bien balancer, on va faire clair, les Ricains aiment bien balancer 50 infos le dimanche. En gros, ils se les gardent toutes sous la semelle et comme il y a les game day morning, les shows de matin, et les Rapaport, les Schefter, etc., ils balancent tout ce qu'ils ont. Et donc, c'est vrai, et on a fait un article. Je vais pas vous mentir, j'en sais pas plus que Schefter et Rapaport. Mais c'est vrai que à 16h11, Schefter dit Antonio Brown et Rick Rack pour les playoffs, il faut espérer qu'ils aient une semaine de repos, et même s'ils ont une semaine de repos, peut-être pas. Et sur NFL Network, 6 minutes plus tard, Yann Rapaport dit nickel, il pourrait jouer demain. Donc moi, je peux pas vous dire mieux que ça. L'info, c'est qu'il n'y a pas d'info. Voilà, il n'y a aucune info, on n'en sait rien. Et on n'en saura pas plus. L'info, c'est qu'ils vont profiter de la bye week pour le laisser se reposer un petit peu. Et en demi-finale de conférence, il jouera sous infiltration les derniers matchs. Je pense qu'il y a probablement un juste milieu là-dedans, en effet. Mais dans les faits, voilà, les Ricains sont prêts à balancer 50 news à la minute. Et voilà, donc nous, on a pris le parti de ralentir aussi. On en a parlé, on en a fait un article plus décalé, humoristique qu'autre chose, justement, sur le site, parce qu'on n'avait pas envie de partir là-dedans. On le dit dans l'article, l'info, c'est qu'il n'y a pas d'info. Quand il y a deux infos contradictoires, moi, je peux pas en faire une... Et c'est pour ça que j'ai titré sa jambe va bien et mal à la fois, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Je vais pas vous faire un article où je vous dis qu'il va bien, puisque les mecs disent deux trucs différents. Donc dans les faits, malheureusement, on n'en sait rien. Allez, une question. Dernier petit tour. Allez, on va en faire un dernier petit, ouais. Alors, question de Clems. Quelle sera la priorité de l'intersaison pour les Pats? Drafter un quarterback pour mettre la pression sur Brady, renforcer le front seven ou renouveler les DB? Bah écoute, linebacker? Oui, renforcer le front seven, ouais, plutôt. Ouais. Peut-être en falloir à un moment donné. Oui, c'est vrai que le defensive end, ils sont un petit peu légers en pass rusher selon moi. Donc, ce ne serait pas une mauvaise possibilité, on va dire. J'ai plein de questions. Ce qui était censé être Coney Ely en début d'année, avant qu'il le coupe comme un malpropre. Ouais, mais il n'a pas fait long feu, Coney Ely, du coup. Donc, bon, alors moi j'ai plein de questions, je vais prendre celle-là. Bonjour à tous, est-ce que vous trouvez que cette année toutes les équipes qui vont aller en play-off le méritent par la qualité de leur jeu? Quelle a été la pire équipe en play-off de ces 10 dernières années? Question de Grit Castle. Pire en play-off ces 10 dernières années? Oh bah les Seahawks à 7-9, c'est... Ouais, mais ils gagnent. Ah oui. Ouais, ils ont la révélation contre les Saints en play-off, mais quand ils y vont... Est-ce que vraiment cette le niveau de la NFC West cette année-là, c'était waouh. Moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pire équipe, c'est que
c'est en NFL, donc au final, ils peuvent gagner des matchs. On avait dit ça, ce qu'on disait des Cardinals en 2009, et au final, ils vont au Super Bowl, ils font un run de fou en playoff. Oui, c'est sûr. Avec ce match incroyable où Jake Delhomme balançait plus d'interceptions que de passes sur ses receveurs, qui était incroyable. Je me rappelle avoir regardé ce match. C'était un régal. Tu l'as regardé en live parce que c'était un prime time en plus, il me semble. Ouais, j'ai souvenir de l'avoir vu celui-là. Franchement. C'est beau, hein. Non, Veiller la nuit pour regarder un Carolina Arizona en prime time. C'était pas un 22h30. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, je me rappelle de ce match incroyable où, tu sais, il y a des quarterbacks comme ça qui un jour ont le feu et tu sens qu'il va se passer un truc à chaque fois qu'ils ont le ballon, mais dans le mauvais sens. et c'est des matchs qui sont aussi spéciaux à vivre que quand ils sont en feu dans le bon sens. Parce qu'il était vraiment. C'était une débâcle totale. Bon, bref. Après, sur les équipes, là, il n'y a pas de. Non, là, cette année, non. Si Tennessee va en playoff, il y a de quoi se poser la question. Je ne vais pas être méchant avec François Baptiste qu'on a eu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu plus. Non, après, c'est un peu plus touchy, on va dire. Mais il n'y a pas de trucs flagrants comme ça. Oh, les Cardinals de 2014 avec Ryan Lindley, nous dit Anne Vufam sur. Parce qu'ils avaient eu plein de blessures et ils avaient fini avec Ryan Lindley. C'est Palmer qui commence la saison. Mais c'est vrai que du coup, en playoff, par contre, ils étaient affreux. Ouais. Ah oui. Ils avaient joué qui en playoff cette année-là? Je sais plus, mais il y avait les équipes comme ça qui ont une bonne saison, mais qui par contre arrivent avec un quarterback éclopé. Enfin, ils ont perdu un quarterback et du coup ils jouent avec le remplaçant. L'année dernière avec Oakland, Oakland qui joue avec Connor Cook. Oui. À Houston. Ou McGloin. Je même sais pas Connor Cook. Parce que Houston joue un remplaçant aussi, non? C'était un match de remplaçant. Alors, c'est plus ou moins un remplaçant parce que c'est Osweiler. Voilà, laisse tomber. Oui, les Texans l'an dernier, nous dit Amine, c'est vrai que c'était pas mal aussi. On va terminer avec un petit 2 minutes drill tour rapide. Adam Vinatieri continue l'an prochain, 45 piges, Hall of Fame dès la première année. Oui, d'éligibilité. Il y a possibilité, ça dépend sur contre qui il tombe, mais oui. Est-ce que Earl Thomas part chez les Cowboys au printemps prochain? Peut-être pas au printemps comme ça. Il lui reste une année de contrat, donc s'ils veulent récupérer quelque chose dans un échange, c'est maintenant. Ouais, mais bon, il y a qui derrière? Ils ont pris un Tedrick Thompson. Ouais, pourquoi pas, peut-être. Après, il y a Byron Jones à Dallas, même s'il est pas très très bon cette année. Et puis enfin, comment on explique le fait que les Steelers gardent Todd Haley alors que lui et Ben Roethlisberger ont l'air de se haïr? Donc parce que quand tu regardes l'attaque de Pittsburgh, elle est pas pourrie non plus. On en parlait tout à l'heure. Ils ont pas Antonio Brown, mais ils tournent quand même. On rappelle, donc petit déj de ce matin, on l'a mis dans le petit déj. Apparemment, Ben Roethlisberger a demandé un tampon, entre guillemets, entre lui et Todd Haley. Oui, j'aime beaucoup le concept du donc ils ont fait descendre le coach des quarterbacks sur le bord du terrain pour qu'en gros Roethlisberger ait plus à parler à Todd Haley et que l'autre fasse l'intermédiaire. Mais après on découvre pas que Todd Haley c'est une tête de con. Il s'était embrouillé en plein Super Bowl avec Anquan Bolding à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un coach caractériel et je pense que c'est ce qui le dessert par exemple. C'est lui qui avait pété tous les joueurs des Chiefs en pré-saison aussi. Tu sais, c'est possible. Qui avait dit je les fais jouer, on joue dur, on s'en fout et tout le monde était mort à mi-saison. C'est ça le problème. Il a pris le mauvais côté de Bill Parcells mais pas le bon. Donc mais bon, c'est un bon coordinateur offensif. Après Roethlisberger il a son caractère aussi. C'est vrai. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 220 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. Dimanche pour le fauteuil qui sera de retour quand même. Pour le 31, on n'était pas là pour Noël mais on va faire un effort pour le 31 quand même. On va passer le réveillon ensemble exprès, comme ça on fait fauteuil et tout ça. Bon. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Ces soirées Game On tous les dimanches, 19h encore cette semaine, et ça se prépare pour le Super Bowl. On va vous mettre les détails sur le site. Donc Beer Bucket, Happy Hour étendu et tout ça, c'est à 19h ce dimanche. On remercie ceux qui nous suivent sur Tipeee et qui nous soutiennent. Vous l'avez entendu comme François Baptiste tout à l'heure, vous pouvez participer avec certaines contreparties. On remercie, alors j'en avais oublié quelques-uns ces dernières semaines, j'ai refait un point. Je vais peut-être faire des doublons, mais au moins je nomme tout le monde. Il y a Krastouf, Quentin, Croche, Félix Packers, Fly Eagles 5, Sergio 1248, Panther of Steel, Jorge 41, Cédric M, John et Bleu, Guillaume Priol, Michael, Jean-Michel Aulas, qu'on salue, et Vadelorge et LP. Voilà. Tu es content? Tu penses que c'est vrai? J'en suis convaincu même. J'en suis convaincu. J'attends Nasser El Khelaifi parce que il faut quand même que. Est-ce qu'il a félicité? Je vais y arriver. Les arbitres qui ont annulé les TD ce week-end. Je sais pas. Que c'est la grande spécialité de Jean-Michel. Et si vous avez donné sur Tipeee, justement, comme François Baptiste qu'on a eu tout à l'heure, regardez bien vos mails parce que j'ai envoyé plein de mails à des gens qui ont demandé des contreparties antennes cette semaine. Alors on a donné la priorité à ceux qui sont pas encore passés l'an dernier ou les années d'avant. Donc normalement on a envoyé une série de mails à tout cela. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, Twitter @tdactu, @yelloradiosa pour Greg, @Camille Saraben, @Alain Mattei. Pour nous-mêmes, on vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Camille va lancer le générique et on vous dit à jeudi. Raoul Villeroy sera de retour parmi nous, ça je le sais. Et à la suite, on ne sait pas. À bientôt, à jeudi, ciao ciao.
analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.